Enchanté, moi je m'appelle Victor, je fais partie d'une association qui s'appelle Terre de lutte. On travaille nous plutôt en soutien à des collectifs d'habitants qui se battent contre des projets polluants dans des ruralités, mais il se trouve que depuis un an, on est effectivement confronté, pour un an et un peu plus bien sûr, mais à la montée très rapide des idées de l'extrême droite et on se dit qu'on est dans des endroits où on a particulièrement face à faire à ça et où il faut qu'on réagisse. On est plusieurs du coup, avec des personnalités aussi comme Juliette Rousseau, Loumière Lapré et pas mal d'organisations, de collectifs locaux, à avoir lancé cette dynamique de discussion, justement pour savoir comment, depuis nos zones rurales, nos campagnes, on peut justement créer, en tout cas, comment déjà des personnes le font déjà et comment est-ce qu'on peut s'entraider dans nos pratiques pour contrer les idées de l'extrême droite qui malheureusement progressent vite et fort. Donc, c'est le troisième webinaire qu'on fait. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous invite à les re-regarder sur le site de Terre de Lutte, où on les met en replay et on mettra celui-ci également pour la suite. Voilà, et vraiment, l'enjeu de ces webinaires, c'est d'essayer de se partager des idées, des bonnes pratiques pour essayer de se renforcer les uns les autres. Sans grande prétention, sans prétention plus que ça, mais c'est déjà pas mal et on a l'impression que ça correspond à une envie partagée de pas mal de monde. Et vu la diversité des personnes et des endroits dans le chat exprimés, je crois que ça continue de le démontrer. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on va particulièrement parler de la façon de comprendre et d'appréhender la montée des idées d'extrême droite depuis quelques années. Et on va le faire avec le sociologue Benoît Coquart, qui est avec nous ce soir. Et merci de prendre ce temps et d'être là avec nous. Du coup, toi, Benoît, tu as particulièrement étudié le Grand Est. Tu as fait un terrain là-bas depuis pas mal d'années maintenant. Tu as écrit un livre qui s'appelle Ceux qui restent. Et donc, tu as analysé ça depuis pas mal d'années. Est-ce que je peux peut-être te laisser te présenter en quelques mots et la démarche de tes recherches dans le Grand Est? Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci Victor euh, de m'inviter à échanger avec vous. Tu m'as bien présenté, hein. Euh, Peut-être préciser que je m'intéresse plus dans ces campagnes, il y a beaucoup de personnes différentes. Je me suis surtout intéressé aux jeunes ouvriers et employés, jeunes hommes et femmes qui restent faire leur vie plutôt dans des campagnes d'où les jeunes s'en vont. Et voilà, maintenant mes recherches m'amènent à travailler sur différents types de ruralité, même plus que sur les jeunesses rurales. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est de là que je suis parti. Excellent. Pour redire le cadre, on va essayer de passer une petite demi-heure là à parler de tes travaux et de ce que tu en retires. Et l'idée, c'est vraiment que ce webinaire soit le plus participatif possible et qu'on discute aussi de à quel point on retrouve ces analyses dans différents territoires à travers la France et à quel point est-ce que aussi on peut imaginer des pistes ensemble de réaction. On va du coup avoir Manon du MRJC qui va aussi pouvoir nous parler de ce que fait le mouvement rural des jeunesses chrétiennes depuis pas mal d'années aussi maintenant. Et on aura deux témoignages un peu plus préparés peut-être du côté de la Bretagne et du côté du Nord-Pas-de-Calais. Que j'inviterai à prendre la parole, mais tout le monde sera aussi invité après dans la foulée. N'hésitez pas par ailleurs à poser des questions dans le chat aussi préalablement, ça permettra de peut-être d'affiner les réactions et de aussi de préparer des blocs de questions si on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort et qui est une demande forte de traiter un sujet ou un autre. Voilà, nous aurons peut-être une bonne surprise à partir de 20 heures, qui est que Loumire Lapré, qui est une militante qui a plutôt milité dans l'Ain pour des campagnes politiques et qui est aux États-Unis maintenant depuis pas mal de mois, va venir et pouvoir nous faire aussi un retour et un comparatif de comment ça se passe aussi les campagnes et ce combat-là dans les ruralités aux États-Unis et comment malheureusement l'élection de Donald Trump réinterroge beaucoup aussi les pratiques dans ces endroits-là et comment peut-être on peut trouver des parallèles aussi entre les États-Unis et nous. Et ben c'est parti. Euh, Benoît, peut-être, j'imagine que tout le monde ici n'est pas forcément familier de tes travaux et il y a un des trucs moi qui m'a pas mal marqué dans ce que tu as écrit, c'est j'ai l'impression l'importance aussi que tu développes sur des espaces de sociabilité où une partie, j'ai l'impression de ce que tu nous racontes, c'est aussi que euh, les espaces de sociabilité préexistants, c'est-à-dire typiquement des bourgs ou des cantons où il y avait 30 bistrots il y a quelques décennies, maintenant il n'y en a plus qu'un ou deux, et maintenant l'essentiel des conversations
et tes sociabilités se passent dans ce que tu appelles des bandes de potes ou des clans. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce phénomène-là? Et aussi, bah, c'est une question qu'on s'est pas mal posée dans des précédents webinaires. Tout simplement, est-ce que ça nous invite à, soit d'une part, recréer des espaces de sociabilité différents, si on veut porter des idées politiques, typiquement des bars associatifs, etc. Et s'il faut, et comment investir ceux qui existent déjà, notamment sur le thème des loisirs, peut-être les chasseurs, peut-être les clubs de foot. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur cet aspect-là? Euh, ouais, bah elle est bien cette question parce qu'en fait, ça permet un peu de poser le décor. Euh, Parce que j'ai commencé à travailler sur des campagnes où tout le monde est nostalgique, tout le monde dit c'était mieux avant. C'est pas le cas partout, même si la nostalgie, c'est quelque chose qui domine en gros en France et dans les pays occidentaux. Enfin, il y a plein de recherches qui montrent en gros qu'il y a une nostalgie, bon, voilà, de manière générale, d'un temps d'avant, qui était économiquement plus prolifique. Mais c'était aussi dans la campagne où j'étais, et bah, c'est celle où j'ai grandi. Du coup, on m'a rabâché les oreilles de ça depuis toujours. C'est l'idée qu'avant, on voyait plus de nouvelles têtes, on n'était pas qu'entre nous. Il y avait des balles tous les 15 jours, toutes les semaines, il y avait 600 personnes, il y avait 30 bars dans le canton, aujourd'hui il y en a deux ou trois. Tous ces trucs-là, vraiment, tu les entends depuis ton enfance. J'ai essayé de les objectiver un petit peu dans mon travail, en voyant déjà que c'était vrai, qu'il y avait eu en fait une disparition des lieux de sociabilité à l'extérieur. Et quand on creuse, on voyait que ces lieux de sociabilité, les gens qui les fréquentaient, ils étaient déjà liés par le travail. Ils travaillaient dans les mêmes entreprises, ou alors ça faisait longtemps qu'ils étaient voisins, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le village ou dans le canton parce que justement il y avait des entreprises qui avaient, entre guillemets, fixé les populations, qui les avaient ancrées là. Euh, je vais pas aller dans les détails, mais parce que dans ces campagnes-là, il y a beaucoup de paternalisme industriel, donc on rentrait de génération en génération dans les mêmes boîtes, pas que dans les usines, hein, ça pouvait être aussi dans les petites boîtes qui gravitent autour, en fait. Et les vieux, enfin les anciens, ils ont tendance à dire aux jeunes, vous êtes tout le temps calfeutrés chez vous, on vous voit jamais dehors. Et ce qui est paradoxal, c'est que si tu sors dans la rue, on va dire que tu traînes dans le village, parce que vu que plus personne n'arpente les rues, que la plupart des jeunes actifs, ils ont construit des maisons dans les lotissements aux alentours et pas dans le centre-bourg, qui est plutôt un lieu maintenant qui est stigmatisé, alors qu'avant c'était un peu le centre des sociabilités. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'habitat dégradé dans les campagnes en déclin, je dis bien. Après, et même dans certaines campagnes attractives où en fait ça se polarise beaucoup, que je vois en ce moment, où il y a en fait, il peut y avoir des maisons très chères dans les lotissements aux alentours, et puis au milieu, il y a ce que les gens appellent les cassos, donc c'est-à-dire les personnes les plus précarisées, les plus stigmatisées parmi les classes populaires, qui peuvent travailler ou pas, mais qui en tout cas sont stigmatisées pour ce qu'elles sont. Rien que pour leur style de vie, pour le fait justement de marcher dans ces rues-là, d'être suspecté de ne pas avoir le permis de conduire et de ne pas travailler, d'être assisté. Donc tout ce truc-là, ça fait que je le racontais dans un article, c'est un vieil article si ça vous intéresse, qui est sur Kern, je pourrais l'envoyer, qui s'appelait Nos volets transparents. En fait, il y avait un jeune couple d'enquêtés qu'après j'ai suivi pendant longtemps, mais à l'époque je venais de les rencontrer il y a genre 2 3 ans. Et ils essayaient, en fait, ils avaient loué un logement dans le centre du village, et ils essayaient à tout prix de partir parce que le simple fait d'habiter là, ça les empêchait de trouver du boulot, c'était difficile. Ça les empêchait de rejoindre en fait des groupes d'amis où les gens avaient entre guillemets bonne réputation. Et du coup, ben, ils disaient au moins, on sort pas et on se retrouve chez nous, on va chez les uns les autres. Et là, on peut dire ce qu'on veut, on peut parler comme on veut, il y a moins de commérage, il y a moins de contrôle social. Et puis après, en creusant un petit peu, on se rend compte rapidement qu'en fait, ceux qui vont chez les uns les autres, c'est pas n'importe qui. Je m'étais amusé, moi, à mesurer la fréquence des salut ça va, comme disent les jeunes. C'est-à-dire, il y a deux types. Il y a les vrais potes sur qui compter et les salut ça va. Les salut ça va, c'est tous ceux que tu es bien obligé de rencontrer dans les rues du village, de saluer. Souvent, quand on est dans les campagnes en déclin, on en a marre, en fait, parce que c'est salut, ça va là, c'est peut-être des gens, justement, qui ont parlé sur toi, avec qui tu as été en concurrence pour un travail, ou qui est l'ex de ta copine ou de ton copain actuel. Enfin bref, tout ça, en fait, est plutôt marqué par du conflit que par la solidarité spontanée, on va dire. Alors que chez toi, dans ce que les anciens disent, vous êtes tout le temps calfeutré chez vous, on vous voit plus, ils disent au moins chez toi, tu fais le tri. Tu laisses rentrer que ceux que tu as envie de voir.
Mais voilà, c'est un truc que j'avais raconté, c'est une anecdote que j'ai souvent racontée, mais il y a un jour un maire qui était très nostalgique comme ça de son époque, justement, des pas de def, où il y avait des bars partout, qui a voulu, avec de l'argent public, il a voulu recréer un bar. Ça se fait beaucoup maintenant, il y a plein de programmes comme ça, recréer des tiers-lieux, recréer des bars, tout le monde parle que de ça. Mais en fait, ça marche pas parce que les bars avant, ils marchaient parce qu'il y avait des appartenances communes, notamment le fait de travailler ensemble, mais aussi le fait que les gens avaient envie de se voir, en fait. Là, dans le bar, il était tenu par une jeune fille du coin avec qui j'étais ami et tout. Et puis, j'étais souvent dans ce bar-là, elle recevait tout le temps les coups de fil où les jeunes, ils disaient, il y a qui? Parce que justement, ils veulent savoir s'il y a tous ceux qui peuvent pas voir. Les salut, ça va, qui normalement font le tri, mais qui sont pas invités chez toi. Enfin, t'es jamais invité, tu passes, mais tu sais chez qui tu peux passer et chez qui tu peux pas passer. Et donc, toutes ces appartenances-là, qui étaient liées au bar, en fait, étaient liées à une époque de relative prospérité, d'un sentiment plus commun d'un nous, des gens du coin, d'une facilité à socialiser qu'on n'a plus aujourd'hui parce que, voilà, à la fois les représentations, mais les stratégies de vie concrètes des gens se passent à tout petit rayon. Dans ce que tu dis, là, les bandes de potes, quand on fait pas partie, tu dis plutôt les clans. Et voilà, c'est pas spécifique d'ailleurs aux campagnes en déclin, hein. Moi, là, je le vois ailleurs, dans des campagnes attractives. Il y a aussi ces logiques-là de dire chacun voit midi à sa porte. S'il y a une baraque pas chère à vendre, c'est pour le copain. S'il y a une bonne place, on va pistonner la copine, le copain. Si on fait du travail au noir, on va pas le crier sur tous les toits. Là, je parle pour les classes populaires. C'est des stratégies de vie qui sont vues comme les plus réalistes et qui, par ailleurs, aussi sont hédonistes. C'est-à-dire qu'on dit c'est les gens que j'ai envie de fréquenter pour passer du bon temps. Donc voilà où on en est. Et c'est plus, pour quelqu'un qui est militant politique, tu as bien fait, je trouve que c'est la bonne entrée, parce qu'on parle plus en fait de la même vie sociale qu'avant. On parle plus de la communauté villageoise. Alors, je reçois des mails à chaque coup. Enfin, je sais qu'il y a des campagnes dans lesquelles ça va très bien. Les gens me disent on a recréé du lien, des solidarités. Bon, après, il faudra aller creuser sur quelle classe sociale, etc. sont inclus dedans, qui c'est qu'on ne voit pas, qui on ne pense pas. Il y a toujours, je pense qu'on peut toujours être critique, hein. Mais néanmoins, je sais qu'il y a des initiatives qui fonctionnent quand même. Mais voilà, moi, je m'intéresse plutôt, en tout cas là où je vais, sans là forcément vouloir même cibler, c'est plutôt cette dimension-là que je retrouve, que la nature a horreur du vide, que quand il y a un monde en fait qui avant était très lié à l'industrie, qui s'écroule et qu'il n'y a plus de quoi faire groupe, les gens recréent quelque chose. Sauf que c'est plus défensif qu'avant. Ok, bah, super intéressant et merci. J'ai l'impression que, et tu le racontes un peu dans le livre, c'est qu'il y a quand même des espaces qui subsistent, qui sont ceux de collectifs, qui sont ceux peut-être des clubs, de l'ordre des loisirs. Et tu le racontes aussi que dans l'imaginaire aussi au passé, il y avait les instituteurs qui allaient participer au club de foot et qui par là contribuaient vachement à promouvoir d'autres discours et à casser typiquement des idées. Peut-être réactionnaire ou quoi, et que ça n'existait plus du tout, et que maintenant les instituteurs, ils vivaient à la ville et ils se mélangeaient plus vraiment. Est-ce que toi, tu penses que ces espaces quand même sont aussi intéressants ou dans une optique de politisation ou pas du tout et ont une volonté de neutralité très forte ou c'est trop tard ou quoi? Je suis pas un stratège, hein, mais je pense que tous les espaces, en fait, à partir du moment où tu arrives à faire des liens avec les gens, sont intéressants dans une optique de politisation. Le seul truc, c'est que ils sont pas spontanément ouverts comme ça. On s'était amusé à regarder, ça fait longtemps, c'était au tout début de ma thèse, mais le recrutement des clubs de foot, parce que tu me parles de ça. Et on s'était rendu compte qu'en fait, les clubs de foot avaient un recrutement de moins en moins basé sur la localité, sur le fait d'être du village ou même du canton. Qu'en fait, le club de foot, il réunissait une bande de potes. Il réunissait des gens qui étaient déjà en affinité, qui avaient plutôt tendance à penser la même chose politiquement. Mais moi, je peux te le dire, même dans mon parcours de footballeur amateur, il y a des clubs dont on dit ça, c'est un club de racistes, par exemple. Eux, non. Eux, ils veulent bien qu'il y ait des Arabes et des Noirs qui jouent avec eux. Je sais pas, c'est un truc comme ça, qui est très clivant d'ailleurs, hein, donc, dans une région où le RN est très fort, même, ça, voilà, c'est un des motifs de clivage. Et donc oui, ça peut être un truc, mais je veux dire, à partir du moment où on n'y est plus, c'est très compliqué. L'exemple de l'instituteur, il est parlant parce que c'est la même chose dans les cités. Les instits, dans les années 60, ils habitaient dans les HLM quand ils ont été construits, enfin, années 70. Il y avait en fait cette porosité entre les petites, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle petite bourgeoisie culturelle. C'est une petite bourgeoisie qui n'était pas argentée, qui avait une stabilité de l'emploi, etc., mais qui pouvait gagner parfois des salaires qui n'étaient pas plus hauts que ceux des ouvriers qualifiés, en tout cas.
Euh, et ces groupes-là, ils font de moins en moins lien dans des appartenances concrètes, même dans les couples, hein. Les gens qui se marient, qui font des enfants ensemble, qui vivent ensemble, il y a de moins en moins d'alliances entre les classes populaires et les gens à capital culturel. Alors que ce que j'explique, c'est qu'il y en a de plus en plus, au contraire, avec d'autres formes de petite bourgeoisie, qui est plutôt une bourgeoisie économique, artisanat, petit patronat, indépendant, qui eux sont tout à fait en ligne en fait avec les aspirations, enfin qui incarnent même les aspirations des classes populaires aujourd'hui. Enfin, j'ai même pas besoin, je pense, de préciser que c'est les groupes qui historiquement après une certaine grande bourgeoisie réactionnaire catholique, c'est ces groupes-là qui ont porté le vote pour Jean-Marie Le Pen dans début des années 90. C'est pour ça que moi, par exemple, dans le village où j'ai grandi, dès 95, Le Pen arrive en deuxième position, juste derrière la droite. Et après, il va dépasser la droite. Et il n'y a pas de gauche, hein. Enfin, la gauche fait 8%, 7% euh, dans une petite ville, quoi. Et voilà où on en est, en fait. C'est qu'à partir du moment où il n'y a même plus, en fait, de personnes qui représentent, qui pourraient faire office, en fait, de gens qui tiennent tête, qui contre un peu l'hégémonie, on peut pas y aller tout seul. Enfin, on arrive sur des situations, je veux pas, c'est pas pour désespérer, c'est simplement pour réitérer un petit peu des, des critiques que je ferais au discours de dire il suffit de cibler, en fait, ces populations-là par des mesures politiques concrètes. Toi, tu me le poses d'une manière beaucoup plus réaliste, c'est comment on ferait pour aller militer. C'est la vision réaliste de quelqu'un qui connaît le terrain. Mais quand on parle même aux intellectuels ou aux stratèges politiques, ils disent, ben, en fait, j'avais eu ce débat-là sur le livre de Thomas Piketty, Julia Cagé, qui disait, en fait, il suffit de dire, vu que vous aimez bien accéder à la propriété, comme 96% des Français aujourd'hui, en fait, aspirent à acheter une maison, et en fait, et plus de 9 sur 10 veulent habiter à la campagne s'ils le pourraient. Enfin, voilà, c'est des trucs, c'est des évidences. En fait, tout le monde le voudrait. Il y a qu'à aider, il y a qu'à aider ça. Ce qu'avait compris Macron, hein, quand il avait dit si vous votez pour moi, je vous ferai plus payer de taxes d'habitation. Il a été élu quand même largement là-dessus, hein. Enfin, c'est une des grosses mesures pour moi qui a fait plus que de parler de Startup Nation, tout le monde s'en fiche. Mais par contre, on me dit tu vas gagner 1 200 € par an, 1 000 € par an, ben voilà, tu votes pour lui, même s'il ne représente pas grand-chose pour toi. Donc j'avais dit il faut avoir en tête que c'est pas la mesure, en fait. C'est juste que dans leur sociabilité, qui fait office d'apprentissage politique, où on forge ses visions du monde, où tous ensemble on se dit, ben voilà, on va voter pour lui, pour elle, ils n'ont pas en fait de contradicteurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'exemples personnels qui me viennent en tête, je sais pas pourquoi, mais moi, quand j'étais petit, j'avais un entraîneur de foot qui était syndicaliste à la CGT dans l'usine de mon patelin. C'était un mec, tout le monde le vénérait un peu, c'était un superbe joueur de foot. Euh, enfin, il était tout le temps valorisé par les hommes, par les femmes, enfin voilà. Et il avait vraiment ce qu'on appelait une grande gueule et la tchatch, et il tenait tête à tout le monde. Donc en fait, pour moi, c'était cool. La CGT, il avait tout le temps des autocollants et tout. Aujourd'hui, les entraîneurs du club de foot, c'est des militaires, Mm. des gendarmes, et des petits entrepreneurs, pour le coup. Un gars qui a monté qui est pépiniériste, qui est d'extrême droite. Un pompier qui est aussi d'extrême droite. Enfin bref, c'est des gens qui font office de leader d'opinion, mais complètement dans l'autre sens. Et puis quand ils voient des notables locaux, qui peuvent être de la droite classique ou pas, ils sont en grande affinité avec eux. Donc eux, ils font le lien en plus entre toutes les classes sociales qui pourraient porter, qui pourraient même faire le cimenter en fait pendant longtemps, l'extrême droite. Et ça, c'est une configuration très compliquée qu'on n'a pas partout, hein. Il y a des campagnes justement. Notamment, je le dis dans le bouquin, mais celles où reviennent par exemple les jeunes femmes diplômées, celles où dans la fonction publique, on ne trouve pas des gens qui habitent à 40 bornes, mais des gens qui sont issus du coin, généralement c'est des femmes, qui sont plutôt du coup les femmes issues plutôt des milieux populaires ruraux, qui sont les premières de leur génération à avoir fait la fac, mais qui reviennent parce qu'en fait leur campagne elle est attractive, parce qu'elles peuvent trouver du boulot là, parce qu'elles ont été formées en cohérence avec les boulots qu'il y a là. Ben, on retrouve beaucoup plus de réseaux. Je pourrais te citer, je sais pas, les réseaux du planning familial notamment, euh, mais d'autres tissus, en fait, même dans l'offre de loisirs, par exemple, pour les jeunes, une variété d'offres de loisirs qui font qu'on n'a pas que ces groupes, que foot chasse qui seraient tenus par des gens qui porteraient plus le vote de droite. Et il y a des régions dans lesquelles le foot est de gauche. Ben voilà, tout ça, en fait, dépend d'un rapport de force. Mais si tu te pointes la fleur au fusil, c'est mort. Il faut avoir en tête en fait tout ce qui joue.
contre un renversement de cette hégémonie qui est déjà bien installée, qui s'est installée sans qu'on s'y intéresse, Mmh. avant que ça pète, quoi, ou avant Ouais. que les chiffres montent vraiment. Ben maintenant, voilà, il va falloir au moins autant de temps pour désapprendre, quoi. Pour, ou alors, on parlera peut-être après, mais ou alors mouvement social, ou alors l'histoire, il se passe quelque chose. Mais voilà, le militantisme, en tout cas, c'est sûr qu'il va être assez. Euh, il aura un goût amer, je pense qu'il demandera, notamment dans les régions. Enfin, moi, je suis de la Haute-Marne. Après, là, en ce moment, je suis dans d'autres départements proches. Je rencontre parfois des gens qui sont comme ça engagés. Ils sont très isolés. Euh, ou alors, quand il y a une gauche, elle va pas au charbon, justement. C'est plutôt une gauche de notables, PS, qui incarne localement l'extrême gauche. Je dirais pas plus à gauche que parfois, donc c'est perturbant. Mmh. Mais voilà, ils ont beaucoup de courage parce que c'est vrai qu'ils ont l'impression de pédaler dans la semoule et c'est pas évident. Et c'est pas évident même d'incarner ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quand vous êtes le seul à représenter une autre vision du monde dans votre coin, soit au bout d'un moment vous vous taisez, soit si vous l'ouvrez tout le temps, vous êtes marginalisé. Et même à leur niveau, les gilets jaunes qui étaient de classe populaire, hein, qui étaient des ouvrières, des employés, ils ont dit j'arrête parce que je suis en train de perdre tous mes amis, tout le monde me traite d'assisté, tout le monde me traite de gauchiste, parce qu'en fait c'était cool le premier mois, mais après dans les campagnes qui votaient à droite, quand le mouvement il était clairement étiqueté de gauche par les médias, alors qu'avant il était tout autant de gauche, mais c'était les médias de droite qui disaient que c'était bien les gilets jaunes. Après quand la Ouais. gauche a commencé à dire, et la gauche disait que c'était de la merde, enfin disait que c'était des fachos. Après quand la gauche s'est réveillée, qu'elle a compris que finalement c'était peut-être ça. C'était peut-être ça le mouvement social qui était attendu, mais c'est juste qu'ils avaient du mépris de classe à fond pour ces gens-là. Quand ils se sont réveillés de ça, voilà, en tout cas les gilets jaunes dans les campagnes de droite, eux, ils ont pas reçu de soutien. Par contre, ils se retrouvaient étiquetés dans un groupe et dans une catégorie politique qui localement est stigmatisée. C'est ça. Bah, Donc ils ont arrêté. Il y en a plein, ils ont arrêté pour ça. C'est pour ça qu'il y avait de moins en moins de gilets jaunes sur le terrain. Il y avait peut-être de plus en plus en manif, mais tu avais la courbe de la manif qui montait et je t'assure que les blocages, ils étaient moins forts. ouais, Et que ouais, ça ouais. commençait à moins klaxonner, que ça retirait des gilets jaunes. Voilà. Bah, je pense qu'on est nombreux à avoir vu ça, effectivement. Et puis, toi, tu étais sur le terrain à ce moment-là quand le mouvement a émergé. Et c'est vrai que ça bat complètement en brèche l'idée que c'est des endroits où il se passe rien, il n'y a pas de mobilisation, etc. Typiquement, les Gilets jaunes ont complètement battu en brèche ça. Toi, comment tu J'avais écrit qu'il se expliques? passait rien, moi, juste avant, hein. Qu'il se Ah ouais? passait jamais rien. Ouais. Et ben voilà, faut pas jamais On est dire creux. jamais. Ouais. Mais ouais, justement, toi, comment tu expliques que les Gilets jaunes aussi, étaient aussi bien reçus, peut-être dans ces endroits-là, et aussi bien marché, quoi? Et pourquoi cette mobilisation-là et pas d'autres? Typiquement, pourquoi pas la mobilisation contre la réforme des retraites, Mm. là, qui a eu lieu l'an dernier, et qui a aussi été très suivie, mais surtout dans les grandes villes, quoi? Et quels sont, à ton avis, les ressorts et les sujets de mobilisation qui pourraient parler aux personnes à qui tu as parlé, auprès de qui tu as enquêté, quoi? En gros, on a l'impression qu'il y a des sujets où il y a un attachement. Toi, tu parles typiquement de la préservation des services publics ou de garder une école ouverte, ce genre de Mm. choses. Mais voilà, déjà, comment tu expliques que certains sujets marchent et pas d'autres, quoi, comme les retraites, on pourrait s'attendre à ce que ça marche un peu plus. Et à ton avis, quels seraient des angles d'attaque et des sujets qui marcheraient, enfin, en tout cas, qui seraient suivis par les personnes à Ouais. qui tu as parlé? Ouais. En fait, tout dépend là encore de l'inscription sociale en fait des gens qui mènent les mobilisations et de comment en fait une idée elle va réussir à s'imposer localement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que enfin, je pense que le thème des retraites, il peut parler à tout le monde, en fait. C'est pas le problème du thème des retraites. Le problème que les réseaux qui vont constituer des manifestations, qui vont mobiliser habituellement en ville, alors t'as des catégories sociales que tu n'as même pas à mobiliser, c'est les classes cultivées, voilà, traditionnellement de gauche, liées à l'emploi public, etc. Je veux dire, ils n'ont même pas besoin de connaître un syndicaliste dans leur entourage, et généralement, ils en ont. Mais voilà, ils vont se mobiliser, ils vont aller en manif, etc. Bon, ça, t'as pas de ces populations-là dans les campagnes populaires, je dis bien. Alors que quand tu vas d'ailleurs dans les campagnes plus attractives aujourd'hui, où tu as une diversité sociale plus grande, il y a quand même eu des manifs importantes hein, pour les retraites dans des petites villes. Mais c'était très très contrasté. Enfin, je le dis parce que c'est souvent comme ça maintenant. Même par exemple les mobilisations pour sauver l'hôpital public, l'école. En fait, tu peux avoir des poches de résistance hyper fortes dans certains coins. Qui d'ailleurs, moi je le vois là quand je vais des fois je vais présenter mon bouquin à droite à gauche, et les gens me disent, mais regardez-nous ce qui a resté des gilets jaunes, des réseaux forts qu'on arrive maintenant à mobiliser.
Et dans ces gilets jaunes-là, moi, ça m'étonne, mais il y avait des instituts à la retraite, enfin, voilà, je veux dire, des gens qui peuvent contraster complètement avec moi ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, enfin, moi, vraiment, dans le barrage des gilets jaunes que je voyais, il n'y avait pas un diplômé, hein. Je t'assure que c'était pas du tout ça. Ouais. Les premiers jours, il y avait, bah, moi, c'est pour ça, à mon avis, que ça a marché. C'est que vu que la gauche, elle a plus de relais, elle n'arrive plus à mobiliser ces gens-là sur place. Mais néanmoins, là, c'est un mouvement qui s'est mobilisé par les personnes concernées elles-mêmes. C'est quand même fou d'avoir un mouvement où on voyait des barrages qui étaient constitués par des femmes, c'est jamais arrivé, enfin, dans ces régions-là en tout cas. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Euh, il y avait des employés d'Amazon, des employés des call centers, des aides à domicile. Au début, il y avait même des artisans. Puis après, c'est eux qui insultaient les autres de feignants. Parce qu'ils disaient, nous, le samedi, on doit retourner bosser. Et puis le Mm. premier jour, dès le premier jour, de toute façon, sur le barrage, on a dit, il faut laisser passer les artisans qui nous font vivre. Puis si jamais un jour, on va leur demander du boulot au petit patron et puis qu'ils nous traitent de feignants, on n'est pas bien. Parce qu'il y avait beaucoup de précaires dans ce mouvement-là. Et je pense que ça a activé, moi, ce que je disais dans mon papier au début, et que j'ai retrouvé bien, je trouve mieux étayé chez Florence Aubenas, qui avait fait une belle enquête assez fouillée, comme elle le fait d'habitude, en allant vraiment sur les gilets jaunes. C'était de dire que très vite, ces gens-là, ils se sont appelés la famille. Et tout ce truc d'appartenir à un clan, d'appartenir à une bande de potes qui est devenu valorisé, c'était beaucoup de gens qui ne l'avaient pas forcément et qui l'ont retrouvé là dans les gilets jaunes. Donc les gilets jaunes, sans même avoir besoin de le nommer, c'était pas pour le RIC ou je sais pas quoi, c'était pas pour une idéologie déjà posée d'avance. Tu adoptes le RIC parce que ton groupe adopte le RIC et que par ailleurs, tu es dans un sentiment d'affirmation de ton pouvoir politique. Donc le RIC, il aborde ça frontalement en disant on se sent fort ensemble, on va décider ensemble et on va tutoyer le roi, quoi. On va même le destituer, en fait. C'était ça le but. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ils ont activé des ressorts sociaux vraiment fondamentaux en laissant par ailleurs à la base, dans les premières semaines, tout du moins, s'exprimer vraiment les premiers concernés. Et puis, il y avait un truc, vu qu'il n'y avait pas de programme bien défini, et puis que ça touchait vraiment à quelque chose qui parlait à tout le monde, dès le premier jour, ils se disaient, on est tous d'accord. Moi, ça me... Alors, il y avait plein de débats, tu vois, on débattait de plein de trucs, mais ils disaient, on est tous à peu près d'accord sur le constat, sur la Mm. vision des choses, parce qu'on Ouais. vit tous la même chose. Tout est loin, ils nous collent des radars, ils nous ont fait les 80 km/h, tout notre fric qui part là-dedans, c'est l'État qui s'est barré, qui a enlevé les services publics et ils osent revenir pour nous piquer les thunes. Mm. Et puis en plus, ils se gavent, ils ont enlevé l'ISF. Et puis plus on se mobilise pour les gilets jaunes, plus on voit que les gros riches, ils essayent de se foncer le barrage avec des gros 4x4, plus on voit qu'il y a des pauvres qui viennent apporter, mais vraiment c'était ça, des gens pauvres, des vieux retraités qui n'ont pas de thunes, qui apportaient des soupes, etc. Il y avait un sentiment d'appartenance de classe qui se révélait, mais qui était une classe diffuse, bizarre, où les gens, c'était pas une classe de travail, c'était une espèce de classe de conditions matérielles d'existence, qui est presque une condition territoriale d'existence, mais parce que dans ce territoire-là, c'est très homogène en tant que classe. Et du coup, il y avait ce truc que n'arrive plus à faire le mouvement syndical aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est des gens les gens qui vont activer concrètement les réseaux syndicaux, etc., pour les retraites, ne sont pas les plus menacés par les retraites précaires. On le sait, dans la représentation syndicale, il y a des problèmes, dans la représentation politique, il y a des problèmes, c'est pas les classes populaires qui parlent au devant. Et quand elles sont dans ces partis, elles se font filtrer. Ouais. Après, même le mouvement des Gilets jaunes les a filtrés, hein. En fait, les représentants, c'est des mecs barbus qui habitaient près de Paris, qui étaient dispo en une heure pour parler dans les rédacts de presse. Voilà, ça, Mm. moi, j'en ai parlé avec des journalistes. Ils nous ont dit, bah, en fait, on prenait ceux qu'on avait sous la main, qui avaient déjà fait pas mal de vidéos Facebook, et puis que dès qu'on leur envoyait un message, ils étaient là. Donc, les nanas qui ont monté leur blocage, qui ont failli perdre leur taf, etc., qui ont eu un million de problèmes derrière, jamais on les a même élues représentantes pour aller parler à la, à l'Assemblée des Assemblées à Commercy, qui n'était pas très loin. Et puis Ouais. Commercy, ça avait un aspect trop intello d'ailleurs, pour les gens que je suivais. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et une Mm. partie du mouvement des Gilets jaunes, il y avait quand même il y avait une petite polarité quand même entre des gens un petit peu plus diplômés, même parfois pas beaucoup, mais il suffit de peu de choses en fait pour fracturer. Et c'est ça qui m'étonne moi aujourd'hui. Enfin, c'est pas ça qui m'étonne, mais c'est ça qui me questionne et qui m'intéresse sociologiquement. C'est que le capital culturel, les diplômes, le fait d'en avoir ou pas crée vraiment des dissonances dans les styles de vie, des oppositions, même des dégoûts. Et je pense des deux côtés. Parce qu'on a souvent dit, il y a le mépris de classe,
D'accord, il est là, ça c'est clair et net. D'ailleurs, on l'a vu chez les Gilets jaunes, puis on le retrouve de manière générale, je trouve, aujourd'hui dans le discours dans pas mal de discours de gauche, en tout cas, sur vraiment une difficulté à accepter ce que sont les gens les moins diplômés. Et je pense que l'école, elle nous a bien, bien, bien opposés les uns les autres, alors que l'argent, qui devrait, en fait, qui renvoie à des rapports d'exploitation, au profit des uns, l'argent des uns, il vient de celui qu'on donne pas aux autres, quand même, dans l'économie. Bah, c'est pas si clair. C'est que des gens vont avoir comme meilleur pote quelqu'un de beaucoup plus friqué qu'eux. Et ils vont aspirer, en fait, à partir un jour au ski avec lui. Les gens que je suis, c'est ça. Et ces gens-là leur disent, il faut être bien de droite. Un vrai mec, ça vote à droite. Sinon, t'as pas de couilles. Ouais, Et là, j'exagère pas, c'est des phrases, je pourrais t'en citer même des. Mais ça, en fait, tout est lié. ouais. Il y a ce truc de dire, bah voilà, on aspire, parce que je dis ça parce que tous ces modèles-là, c'est des modèles de mecs. Hmm, Mais les modèles de mecs s'imposent aux femmes. hmm. Bon, je vais pas vous expliquer. Dans le livre, tu dis d'ailleurs que les gens se revendiquent bien à droite, comme quoi la droite, c'est d'ailleurs le bien et c'est pas et c'est normal, quoi. C'est légitime. D'ailleurs, tu racontes même, je crois, des personnes qui sont pas forcément allées voter, d'ailleurs qui s'abstiennent et tout, mais qui se revendiquent et qui se vantent d'être allés voter extrême droite, alors qu'ils sont même pas allés le faire, parce que c'est bien vu et aussi pour se faire bien voir. Et peut-être. Une question, et sans tomber dans le désespoir non plus, mais il y a, enfin, on parle aussi de territoires quand même, je crois, dans le Grand Est et ceux que tu as étudiés, qui ont longtemps été à droite, qui ont été sur une droite très conservatrice, donc c'est assez logique qu'ils basculent sur des idées d'extrême droite pas très loin, pas très différentes, quoi. Et est-ce que toi, tu penses que il y a tout simplement un espoir de rebasculement, dans le sens où il y a un contexte historique et économique tellement fort et tellement installé que voilà, il y a des responsables politiques qui nous disent, ben, en fait, on n'arrivera pas à inverser la tendance dans ces endroits-là, tellement ça fait longtemps et tellement c'est galère, quoi. Toi, tu penses que c'est possible encore? Ah bah, je pense que tout est possible et que l'histoire le prouve sans arrêt, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez cyclique, hein, et que le mouvement social qu'on a raté, tu viens de parler des Gilets jaunes juste avant, je pense vraiment que ça aurait pu être autre chose avec une gauche qui aurait tout de suite pris pied, en fait, dedans. Au lieu de dire que c'était des bonnets, comme un bonnet rouge, là, une Mm, bis. C'est vraiment, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui depuis quelques années, depuis le mouvement des Gilets jaunes, quand même, il y a beaucoup plus de personnes qui essayent de reconnecter avec de manière générale, les classes populaires. Parce que là, on est en train de parler du vote extrême droite dans les campagnes. On associe toujours les campagnes, mais en fait, il est fort. D'ailleurs, là où il était le plus fort, c'est dans les bourgs, entre 2000 et 10 000 habitants, enfin les petites villes. Plus fort encore que dans les villages, mais c'est aussi parce que dans les bourgs, il y a une plus forte proportion des catégories qui votent le plus pour l'extrême droite, qui sont les ouvriers, les catégories les moins diplômées, les classes populaires. Euh, et je pense que oui, tout peut se passer. ouais. Euh, bon, Je, je prends une question du chat, mais qui est intéressante aussi, qui est celle il y a effectivement la question des cahiers de doléances des Gilets jaunes qui ont été produits et qui n'ont jamais été publiés, et il y a des personnes qui se mobilisent justement pour le faire et pour en sortir peut-être des mesures qui pourraient être poussées, portées, et dont on espère qu'elles soient peut-être plus populaires puisqu'elles sont issues de cette consultation-là. Toi, tu en penses quoi? C'est un truc qui arrive peut-être un peu trop tard, ou est-ce que ça aurait encore de l'écho si on sortait ces cahiers? non, trop tard. Non, vraiment, le mouvement social, c'est un mouvement historique, c'est un courant social presque, pour parler comme Durkheim. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans l'instant, au moment où le pouvoir vacillait. Il fallait être là, en fait. Maintenant, il faudra être là la prochaine fois. Mais aller ressasser des trucs, en plus de l'écrit, de l'administratif quasiment. Euh, Puis je veux pas être tout le temps faire le critique, mais quand même, les personnes qui sont allées se saisir en fait de ce dispositif, Hmm. pour moi, ne représentent pas l'ensemble des Gilets jaunes. C'était plutôt des gens qui avaient plus le temps après le mouvement, qui avaient un rapport à l'oral et à l'écrit plus aisé. Euh, Enfin, voilà. Bon, après, les jeunes, typiquement, que j'ai suivis, disaient c'est une carotte, on n'y va pas. Ouais, non, c'est clair. Donc après, je dis pas que c'est mal, hein, et je serais intéressé j'ai des collègues chercheurs qui veulent regarder ce qu'il y a dedans, très bien, hein, franchement, il faut le faire. Mais, non, non, je pense qu'il faut être là, et enfin, il faut être là quand ça se passe, n'importe où que ça se passe. Et puis toujours se dire que, enfin, je rebondis là-dessus, parce que tu m'as dit, bon, bah là-bas, en fait, c'était des campagnes déjà de droite, donc c'est devenu extrême droite. Mais simplement, là, tout ce que je dis maintenant, moi, quand je l'écrivais en 2016, c'était peut-être moins banal, mais maintenant, c'est hyper banal, mais dans plein de milieux sociaux.
Et dans plein de campagnes, en fait, maintenant, même plein de villes, tu peux te revendiquer d'extrême droite sans faire sourciller personne autour de toi. Hmm, Et il y a des situations où on voit qu'en fait, c'est en train de basculer. Bon, bref, on va en reparler, mais il y a quand même des. On voit que. On le voit dans le vote, mais moi, je le vois dans les rapports sociaux. Là, je vais dans des campagnes qui sont pas du tout en déclin et où le RN arrive à mobiliser très fort. Et en fait, avec des mécanismes où je trouve que les premières campagnes qu'on dirait RN sont peut-être un peu le labo qui montrait les mécanismes sous-jacents de ce qui allait prendre ailleurs. Il fallait hmm. juste que qu'il progresse, en fait, que la contagion avance. Mais à mesure qu'en fait ça devient, de la même manière que je disais que les gens, ils ont besoin en fait d'avoir une opinion conformiste en politique, notamment quand on vient de milieu populaire, qu'on a tendance à dire moi je vote pas parce que je sais pas quoi voter, je veux pas décider pour les autres. Bah, si tout le monde autour de toi pense la même chose, tu te dis que c'est la bonne chose à faire. Bah oui, oui. Même qu'il y a plein de gens, ça c'est la science politique nous l'enseigne, qui veulent toujours voter pour le gagnant. Ils cherchent juste en fait à voter. Macron, il y a eu quand même pas mal de votes d'ouvriers, de femmes employées, tout ce que tu veux, parce qu'on se disait, ben, ils veulent nous mettre Macron, donc on va voter pour lui. Mais vraiment, les gens disent ça. Et c'est une remise de soi, ça s'appelle. Ça se passe aussi dans les pratiques culturelles. Tu regardes l'Inde, tu vois, tu regardes le film de l'Inde, ce qui passe à l'Inde. Donc bon, voilà, j'ai fait ça toute mon enfance. On ne se posait pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme choix, en fait. Ben, Hmm. tu fais pareil en politique. Et là, quand tout le monde autour de toi dit Marine, quand tout le monde autour de toi est raciste, tu deviens raciste aussi. Ouais, ouais, Quand tout ouais. le monde autour de toi conforte cette opinion-là. Et je pense que ça, en fait, maintenant, vu que on disait les classes populaires, comme si c'était elles, les vilains petits cas. De toute façon, il y a toujours un problème avec elles. Toujours Hmm. les plus dominés, c'est toujours un problème quand ils s'expriment électoralement, quand ils vont voter une fois tous les 7 ans, 5 ans, c'est trop. Enfin, il y a toujours un problème. D'ailleurs, on appelle ça le populisme, hein, les idées des classes populaires. Dès que c'est des idées qui seraient censées représenter les classes populaires, c'est populiste. Ouais, Alors au ouais. début, populiste, ça voulait dire un truc bien, hein. Ça veut dire que en fait, tu portes les idées du peuple. Maintenant, ça veut dire que tu es un danger pour la démocratie, qui est une démocratie qui n'entend pas représenter les classes qui ne sont pas bourgeoises. Là, je fais mon marxiste un peu de base, mais c'est pour m'énerver. C'est quand même quelque chose qui m'agace. C'est-à-dire que tu le vois d'emblée dans la sémantique et que que c'est toujours sur elle en fait qu'on va s'intéresser. Et des fois, même moi-même, j'ai de la peine en fait à toujours parler des classes populaires, parce que là, je veux dire, consulté par vous, je suis content. Mais quand je suis consulté par les forces politiques dominantes, etc., et qui voient en fait vraiment comme un problème la participation politique de, de ces milieux, Hmm. on voit quand même comment tout est construit pour les exclure de fait, même pas de la décision, mais pour dire que ceux qui font, ça sent pas bon, quoi. Hmm. Et alors même qu'en fait, les mécanismes de progression du RN, on les retrouve maintenant dans les autres classes sociales. Les catégories intermédiaires sont en train de prendre massivement le tournant. Et puis on les retrouve maintenant dans la fonction publique, dans des professions, notamment dans l'enseignement secondaire, primaire, qu'on pensait assez imperméable, non. Et ça va progresser parce qu'à mesure qu'autour de toi, ça se légitime, tout intello que tu es, tout privilégié que tu peux être, eh ben, tu vas aller dans le sens du vent. Voilà, on le voit dans le vote Trump. Enfin bref, tout ça, en fait, nous renvoie à des choses où on se dit, finalement, il fallait peut-être arrêter de taper tout le temps sur des classes populaires et d'essayer de regarder les choses au fond, quoi. Bah, carrément. Je crois qu'on le voit aussi pas mal sur le vote Zemmour en France, qui est un vote très très bourgeois, d'ailleurs très de centre-ville et très, bah, voilà, très motivé par des raisons aussi racistes et de classe assez assumées. Et peut-être une question que je voulais te poser particulièrement parce que je t'ai peu entendu là-dessus. J'ai l'impression sur les questions d'écologie. Tu dis que dans tes terrains, on ne se dit même plus de gauche et on n'ose plus le faire parce qu'on risque de s'en prendre plein la tronche et on risque d'être ostracisé d'une façon ou d'une autre. Je me demandais si tu voyais la même chose un peu sur les questions d'écologie. Nous, on a l'impression de constater ça depuis quelques années où le sujet a été tellement tourné, instrumentalisé, d'ailleurs maltraité par les politiques libérales et voilà, pour instrumentaliser aussi une guerre des classes. On se dit que enfin, malheureusement, c'est de plus en plus difficile dans ces endroits de porter un discours écolo et on se prend dans la tronche beaucoup d'argumentaires bah, portés par des médias dominants ou des partis dominants. Est-ce que toi, tu constates ça aussi? Tu as constaté ça dans les dernières années et comment c'est perçu cette question-là particulièrement? Et puis peut-être une question subsidiaire, c'est comment est-ce qu'à l'inverse, on pourrait bah, faire percer des sujets écolos
qui trouvent un écho, qui trouvent un écho et qui, ouais, qui serait peut-être soutenu, typiquement sur les questions agricoles ou peut-être les questions de logement. Ouais, Mm. Euh, Moi, je pense que justement, il y a beaucoup plus de facilité à faire passer un discours écolo, simplement ça dépend ce qu'on entend par là. À mon sens, hein, l'écologie et le féminisme, c'est les deux points d'appui sur lesquels il faut prendre aujourd'hui. Mais bon, on en reparlera après. Enfin, moi, là, tiens, par exemple, là où je suis, il y a eu une mobilisation parce que, en fait, l'État, pour le coup, qui gère des forêts domaniales, a fait des coupes rases et a coupé, en fait, des vieux arbres aux abords d'un village méga RN, hein. C'est vraiment le truc. Et les gens, je te jure, étaient, mais vraiment outrés. Alors, c'est des mobilisations sur Facebook, hein. Mais les gens qui se sont mobilisés, c'est vraiment des milieux populaires et qu'on dit regarde ce qu'ils viennent nous faire avec des énormes machines qui doivent en plus coûter un fric fou. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a dit et je suis sûr qu'ils font tout ça parce qu'il y a des écolos qui ont dit de le faire. Mais je veux dire, c'était un vieux retraité qui a sorti ça que je connais. Enfin, bref. Lui, c'est vraiment l'extrême droite du coin qui a essayé de ramener un peu cette sauce-là. Et spontanément, c'était pas ça. Puis c'était pas du tout ça. C'était pour un projet d'extension. Enfin bref. Les gens, spontanément, étaient hyper contre. De la même manière que les Gilets jaunes, tout de suite, ils ont dit, mais c'est pas nous qui polluons, c'est les riches. Ils sont vachement saisis de ce côté écologie et classe sociale. Ça, ils en ont tout à fait le sentiment. Les pesticides aux abords de la cour du collège, je peux t'assurer que des mères au foyer, elles étaient contre. Enfin, voilà, je pense qu'en fait, il y a une écologie pratique, une écologie, je vais pas dire de bon sens parce que c'est une thématique de droite, c'est le slogan de la FDSEA qui dit le bon sens paysan. En fait, c'est le bon sens productiviste. Et mm, les gens, leur bon sens, c'est pas ça, c'est le bon sens de quasiment ta survie et aussi de la conservation du patrimoine que tu as, qui est notamment le patrimoine de là où tu vis. ouais, ouais. Ça peut être un arbre, ça peut être un machin. Le seul problème, c'est encore une fois une vision de classe. Par exemple, quand on met un parc national dans des coins où on leur dit, regardez, votre forêt, elle est extraordinaire, il faut la protéger, les gens vont dire, non, non, mais nous, on a besoin d'aller couper du bois et de ramasser des champignons, là. Tu vas pas nous mettre une zone protégée au milieu. Qu'est-ce qui viennent encore nous embêter? C'est encore le 80 km/h, le radar automatique et la taxe carbone, en fait. Pourquoi? Parce que c'est fait par une administration qu'impose, c'est pas politique, ça c'est technocratique, et Oui. c'est une dépossession. Et Mm, tu vis la même dépossession, et ce qui est marrant, c'est que cette dépossession-là, qui est vue comme une dépossession d'écolo, pour y mettre des chercheurs dedans, pour y mettre mm. des pieds nus, des paille-paille, machin, enfin bref, les surnoms qu'on donne aux néo-ruraux, ils vont en fait le voir comme une prise sur le fait que eux ne peuvent plus vivre en autonomie là où ils sont et que leur autonomie, elle est symbolique. Déjà, c'est revendiquer, dire qu'on n'est pas dirigé directement, qu'on peut aller partout, qu'on fait comme on veut, que peut-être qu'on habite à Perpète et qu'au moins on fait un peu ce qu'on veut, mais qu'en plus, c'est des stratégies de subsistance, hein. Que derrière, il y a quand même des enjeux. Et moi, ça, tu vois, par exemple, là, je prends un exemple un peu polémique, mais là, je suis en train je vais publier dans une revue qui s'appelle L'Arc de la recherche en sciences sociales un article sur les luttes de classe entre chasseurs. Parce qu'en fait, les chasseurs, qu'on présente comme un groupe homogène, unilatéralement soumis au lobby de la chasse, qui est porté par, là, aujourd'hui, une fédération nationale de la chasse qui est mise en place par Sarkozy, enfin, je veux dire, d'où les gens sont mis en place par Sarkozy, qui sont dans ces réseaux-là de la droite des notables, en fait. Euh, Bah, ils ne représentent pas tous les chasseurs. Et il y a des mobilisations qui se font contre les chasseurs qui viennent des grandes villes, de Suisse, du Luxembourg, qui louent en fait plein de forêts là, par chez moi dans le Grand Est. Du coup, les mecs du coin, plutôt ouvriers, parfois petits artisans et tout, ne peuvent plus chasser dans les bois où tout le monde avant eux ont chassé. Et les gens du coin aussi gueulent parce qu'ils n'ont plus leur part de leur cuisseau de gibier et tout et qu'on connaît plus ces mecs-là qui viennent en 4x4. À part chez moi, il y en a un qui a renversé des jeunes en scooter, il y a eu un grave accident. Mm. Enfin, il y a plein de... Parce qu'ils arrivent, ils viennent pour le week-end, ils bouffent dans des restos, faut tout faire. Et puis après, ils roulent comme des fous sur les routes avec des énormes 4x4, ils connaissent pas, ils tapent dans les jeunes qui sortent. Enfin, voilà, tout ça, en fait, est vécu comme une un accaparement par Un d'autres. accaparement, ouais. Et là, tu vois, mais là encore, c'est un problème de distance sociale. Mm. Parce que tout ça, en fait, ça devrait être c'est quasiment des réflexes zadistes qu'ils ont là, tu vois, quand ils se mobilisent pour ça. Mais le problème, c'est qu'on dialogue pas alors qu'on a finalement, enfin, leurs intérêts objectifs sont à gauche quand même. Quand tu es dominé, Complètement. ton intérêt objectif est dans une redistribution, un collectivisme. Il n'y a même pas à tortiller.
Au bout d'un moment, le réel maintenant devient tellement inégalitaire et la domination, elle est tellement exacerbée qu'au bout d'un moment, les gens sont obligés de revenir à leurs conditions d'existence. Comme les gilets jaunes, hein, il y en a plein. Je t'assure que ceux que j'ai vus se mobiliser, tenir des pancartes au bout d'un mois, non violence policière, quand Mm. tu connais le taux de propos racistes qui pouvaient sortir dans la semaine, et ça, je dis ça de gens proches de moi, tu vois, dont je, enfin voilà, c'est même pas pour les surstigmatiser, mais c'était improbable qu'ils se mobilisent pour ça. Enfin, ils avaient tellement ça en tête tout le temps, et on Mm. leur rabâchait tellement ça tout le temps dans les médias, que de les voir sortir et puis critiquer les gros Richard qui polluent et Macron, etc., c'était quand même assez exceptionnel, quoi. C'était une expérience, une brèche dans laquelle fallait s'engouffrer. Encore fallait-il être là, quoi. Bah non, mais complètement. Et puis en fait, bref, un petit retour avec l'expérience de terrain de lutte. Mais nous, effectivement, on se bat avec des collectifs d'habitants qui sont pas du tout forcément politisés à la base et qui le deviennent très très vite et qui effectivement arrivent sur des logiques bah, de gauche, anti-accaparement et écolo, mais sur le principe de préserver une forêt, une rivière et en se renseignant sur la question très très vite. Donc oui, Ouais. clairement, c'est aussi là des espaces où on peut réinvestir et repolitiser grâce à ces Mm. mobilisations-là. Et écoute, juste un truc, et écouter les Ouais, gens, bah, bien leur sûr. ambition sociale, leur Mm, perspective d'accomplissement. Qu'est-ce qui les valorise symboliquement? Tu feras mm, jamais rien en politique si tu humilies les gens. Là, on m'a dit, ah ben, on a pensé des ingénieurs et tout, hyper intelligents, hyper formés, vraiment l'élite, mais de gauche, tu vois. On a pensé à généraliser la voiture sans permis électrique pour les populations rurales. Mais dans la voiture électrique, tu as déjà roulé à 40 en voiture. Déjà, ça veut dire que tu as t'as perdu le permis parce qu'on t'a mis la tirette dans la bouche et que tu mm, avais fumé un joint il y a 2 jours ou que tu avais ouais, bu. Ben voilà, pour les jeunes, c'est plutôt ça, quoi. Donc c'est humiliant. Et en plus, tu te fais klaxonner par tout le monde à 40 sur la nationale, mais même si c'est dangereux. mm, Enfin, c'est une humiliation. Tu vas pas la subir au quotidien juste parce que l'État te paye ta bagnole électrique. Ça ouais, ne bien sûr. marchera pas, puis ça va coûter en plus en écologie la production de toutes ces petites machines-là. Enfin voilà, c'est ridicule. Et ça Mm, serait encore une mesure de dire, regarde la gauche bourgeoise, c'est qui ça. nous en plus veut nous humilier. D'où ils Non, mais sont. Ils sont loin et en plus ils se foutent de nous. mm. Mais c'est ça qui est le plus énervant, c'est l'instrumentalisation des questions écolo et du coup ça crée du rejet alors qu'en fait c'est pas du tout ça que les écolos proposent et en tout cas il y a toujours des mesures compensatoires et d'autres façons de faire quoi. Et voilà, faire face à ça c'est aussi très difficile mais on va continuer à le faire. Et je vais peut-être arrêter de parler aussi pour ouvrir la parole parce qu'il est 19h53 et que nous sommes 220 sur ce chat. Euh, on avait envie de donner la parole peut-être pour commencer à Manon du MRJC, le mouvement rural des jeunesses chrétiennes, parce que vous bossez vachement sur les questions aussi bah, d'éducation populaire et de jeunesse en ruralité. Et il y a plein de questions dans le chat sur ouais, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on reprend la main, comment est-ce qu'on contre aussi les idées d'extrême droite et peut-être un peu de désespoir dans le chat. Est-ce que tu as des pistes contre le désespoir, Manon? Oui, bien sûr, j'ai que ça. Non, bah, peut-être enfin, en fait, je me suis dit en plus que j'allais peut-être commencer ma prise de parole avec ça en voyant les messages qu'il y avait dans la discussion. C'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de messages qui demandaient un petit peu des... Je sais pas si on peut appeler une recette miracle, mais en tout cas, il y avait un peu cette question qui revenait beaucoup de mais alors qu'est-ce qu'on fait pour contrer quelque chose qui est ancré aussi fortement maintenant? Et du coup, ben, je me dis, comme ça, peut-être s'il y a des gens qui veulent partir parce qu'ils vont être déçus d'avance, j'ai pas trop l'impression qu'il y a une recette miracle. Moi, personnellement, je suis vraiment la partisane du temps long. Et aussi, j'avoue que je suis pas hyper optimiste sur les temps qui arrivent. Je pense qu'on va se prendre des trucs vraiment un peu horribles dans la figure. Mais il y a des choses qui peuvent renaître derrière. Et si on plante des graines, c'est déjà intéressant. Mais du coup, peut-être déjà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Manon, je viens du Jura. Je suis présidente du MRJC depuis 1 an et demi. Le MRJC, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne. Euh, pour les personnes qui peut-être connaissent un petit peu l'histoire du monde rural et agricole, ça s'appelait avant la JAC, la JAC, la Jeunesse agricole catholique. On en parle pas mal en ce moment d'ailleurs avec la sortie de la BD sur le remembrement parce que la JAC a participé beaucoup au remembrement.
Du coup, dans les années 60-70, on a changé de nom pour s'appeler le MRJC, et puis aussi on a décidé de devenir un peu marxiste au passage. On est un mouvement d'éducation populaire pour les jeunes ruraux, pour et par les jeunes ruraux. Et ça, c'est peut-être dans les choses les plus importantes à savoir par rapport à ce que je vais dire ensuite. Moi, mon angle de travail principal, c'est la question des jeunes en rural. Le MRJC, on est entièrement géré et animé par des jeunes entre 13 et 30 ans. Il n'y a pas de personnes de plus de 30 ans qui sont en responsabilité au MRJC, dans des espaces démocratiques ou autres. On est présent dans divers territoires avec plutôt deux volets d'action. Le volet plutôt pédagogique. Donc, on organise des camps l'hiver, l'été. On anime des équipes de jeunes sur une poignée de villages généralement, parce que bon, il y a quand même la question de la mobilité pour eux qui se pose avant d'avoir le permis. Et puis le volet politique, où on a un mouvement d'éducation populaire et où on propose des parcours d'engagement sur le temps long généralement entre 13 et 30 ans, ce qui n'est pas rien sur une portion de vie, où on apprend la vie démocratique, on apprend à débattre, on apprend à animer les conflits entre nous, on défend aussi des idées sur les sujets qui sont les nôtres, qui sont des sujets de ruralité, jeunesse, agriculture. Voilà, le slogan du MRJC pendant les années 70, 80, 90, c'était vivre, décider, travailler au pays. On l'utilise plus comme tel parce que c'est un peu désuet aujourd'hui, mais l'idée de fond est à peu près la même. Sauf que on est passé, comme le reste du pays, par un processus de massification scolaire qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes du MRJC, ils sont beaucoup à partir. Alors, c'est pas le cas pour tous, mais c'est le cas pour une grosse partie. À partir à 18 ans, à la ville, faire des études. Revenir du coup, continuer le MRJC sur leur territoire, en pointillé, entretenir comme ils peuvent leurs relations avec les copains qui eux sont restés et c'est pas forcément simple. Et essayer de s'ancrer dans un territoire sur lequel ils n'habitent plus. D'autant que ensuite, les premières offres de boulot qu'ils trouvent, c'est à la ville aussi. Voilà, et ça me semble important de le préciser, puisque c'est clairement un des obstacles principaux. En fait, enfin, on- j'estime, en étant la plus objective possible, qu'on fait un bon travail au MRJC pour vraiment éveiller une conscience politique, pour apprendre ensemble à vivre, vraiment à exercer des activités démocratiques entre nous et à prendre conscience que nos vies, elles sont politiques et que ce qui nous concerne à notre petite échelle, ça dit beaucoup du contexte politique dans lequel on est et ça nous pousse à agir dessus. Le truc, c'est que quand après, on n'habite plus sur les territoires, ben, ça fait que ces personnes-là, elles sont plus présentes, elles sont plus visibles et on revient sur les sujets dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est un bon signe, là on est en train de clôturer un travail de recherche-action qui nous montre que on a pris un échantillon de jeunes du MRJC qui, enfin, aujourd'hui est devenu adulte, qui étaient principalement actifs dans les années 2000. Sur les 44 enquêtés, il y en a 43 qui vivent en rural aujourd'hui. Donc il y a quand même, in fine, un retour très souvent sur le territoire de base, sauf quand il y a des couples émergissés et qui sont allés s'installer sur un autre territoire. Et surtout, la plupart travaillent sur les questions de développement local, d'animation de territoire, le secteur éducatif ou agricole. Et puis, il y en a beaucoup qui se sont engagés dans des partis, qui sont devenus élus locaux. Et ça, c'est, je pense, un des points principaux que je voulais aborder. C'est la question de l'enjeu des municipales en 2026. Clin d'œil à Lumière, dont c'est c'est le cheval de bataille. Euh, et la question aussi de la place des associations, et y compris des vieilles associations, et l'importance de
sur les territoires, en fait, on a tendance à avoir l'impression que des fois, il manque des choses, qu'il faudrait tout réinventer. Et en fait, c'est vrai que des fois, c'est plus simple de vouloir inventer un nouveau truc plutôt que de se coltiner les anciens de l'assaut qui ont du mal à laisser la place et qui tiennent le truc et qui sont jamais trop, qui disent que les jeunes, ils viennent jamais, mais qu'après, quand ils viennent, leurs nouvelles idées, bon, voilà, on n'a pas trop envie de les suivre. Sauf qu'en fait, il y a vraiment un enjeu à faire avec ce qui existe déjà. Et enfin, pour moi, c'est vraiment un des trucs que je voulais ramener absolument ce soir, c'est cet enjeu de pas vouloir réinventer la poudre tout le temps. Et puis, ce dont je voulais surtout parler, c'était de la question de l'éducation populaire. C'est pour ça que je disais, en fait, moi, j'ai pas de recette miracle, c'est parce que je crois vraiment à la question du temps long et du fait que euh, essayer de se ressaisir de l'éducation populaire, pas celle qui est marchandisée, pas celle qui vise à faire des petits kits de méthodes d'animation de réunion ou de pseudo-consultation démocratique, qui d'ailleurs, à mon sens, abîme très fortement l'image qu'ont les gens de la démocratie, mais vraiment de croire profondément que les gens sont capables de penser et de décider ensemble, que il y a, enfin, d'entretenir aussi, moi, ce que je pense une des choses les plus importantes que le MRJC il m'a apporté dans ma vie, c'est une forme d'apaisement sur le fait que c'est OK de pas avoir des idées tranchées sur tout, c'est OK de pas savoir, c'est OK de changer d'avis, et puis aussi que les personnes qui sont pas d'accord avec moi dans un groupe, eh ben, on peut s'affronter politiquement et puis boire des coups juste après et être amis et être proches. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on représente plus beaucoup, à part justement sur des petites échelles locales où c'est possible dans un conseil municipal d'être en gros désaccord et pour autant de porter des trucs ensemble. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose à animer. Euh, et du coup, voilà, faire de l'éducation populaire pour l'émancipation des gens et pas pour leur apprendre à penser correctement ou à voter correctement. Voilà, et deux autres points, et après je termine. C'était la question aussi de, dans l'histoire de la JAC et du MRJC, il y a eu beaucoup aussi ce truc de on n'attend pas l'État pour 'fin, essayer de pallier à des manques. Si on observe sur nos territoires qu'il manque quelque chose, eh ben, on va faire des initiatives collectives d'habitants et d'acteurs locaux. En fait, les ADMR, c'est né de ça. Alors, pas que du MRJC, hein, mais de gens passés par le MRJC et qui se sont organisés avec d'autres. Les MFR, les gîtes ruraux. Euh, En fait, souvent, l'État, après, il revient mettre la main sur quelque chose pour pas que ça lui échappe de trop. Mais du coup, il n'y a pas que à réclamer des services publics ou des choses en rural. Parfois, essayer de les monter nous-mêmes pour que... Enfin, oui, c'est souvent ça qui permet aussi aux gens de se rendre compte qu'ils peuvent porter des choses ensemble, quoi. Et puis, moi, je défends aussi très fortement, je suis fille d'agriculteur, dans ma famille, on a un héritage très fort autour de la question des coopératives. Je viens de Franche-Comté, donc les fruitières, c'est quelque chose d'assez important. Moi, je défends assez fortement aussi ce que ça peut apporter que de se rendre compte qu'on est en capacité de décider de trucs ensemble, que peu importe qui on est dans le groupe, on a droit à la parole au même titre que les autres. Enfin, il y a des modèles d'organisation aussi qui, je pense, sont profitables. Voilà. Et enfin, je voulais juste ouvrir sur le fait que on se pose nous aussi tout plein de questions et que on organise une fois tous les 7 ans un grand rassemblement. Avant, on appelait ça notre rassemblement national. Raté, on a dû changer de nom, donc ça va avoir lieu cet été en 2025 et ça s'appelle les Grandes Rurales. Et c'est sur la thématique de la fête au village. Je mettrai les infos dans le chat tout à l'heure, mais ça se passera à Chemillé-en-Anjou, qui est une commune des Mauges, pour les personnes qui ont peut-être lu Les Mauvaises gens, la BD d'Étienne Davodo. Et donc c'est sur la thématique de la fête au village, avec cette idée de venir poser des questions aussi de euh, qui sont les gens qui sont dans... Enfin, en gros, qu'est-ce qui permet la fête au village? Et donc là aussi de venir interroger aussi tout un tas de traditions qui animent les fêtes en rural depuis longtemps, même se dire que les enterrements, c'est une occasion de fête au village aussi.
Qu'est-ce qui le permet, qu'est-ce qui la permet pas? Donc on va avoir tout un tas d'ateliers sur les clivages. J'en ai vu pas mal passer dans le chat depuis tout à l'heure, la question de la chasse, la question des éoliennes, tout un tas de questions. Et puis surtout cette idée que la place des jeunes dans tout ça et la méfiance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis des jeunes quand ils essaient de faire quelque chose. Enfin, il y a un truc automatique, notamment chez les élus, nous on s'en rend bien compte, hein, quand on veut juste louer une salle des fêtes pour organiser un truc au MRGC, c'est la croix et la bannière, donc il y a un vrai truc autour de ça. Et la question aussi du fait que bah, la fête, ça résout pas tout. On entend beaucoup ça en ce moment. On a besoin de convivialité, on a besoin de refaire la fête, etc. Mais en fait, déjà, la fête, tout le monde n'y est pas. Donc, qui sont les gens qui n'y sont pas? Et puis, où est-ce qu'ils la font d'ailleurs, cette fête-là? Faire un petit examen critique aussi, y compris nous-mêmes, quoi, de ce qu'on propose comme mode de fête, de divertissement en rural, d'animation. Qu'est-ce qui parle et qu'est-ce qui parle moins? Et puis ben, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rassembler et quand même qu'est-ce qui peut se jouer dans la fête parce que quand on tient la buvette avec quelqu'un au bal du village pendant 5 heures d'affilée, ben, peut-être qu'à un moment on va finir par s'engueuler sur un sujet politique mais avant on aura partagé un truc. Du coup, il y a peut-être des choses à jouer quand même sur ces choses-là. Je vous mets les infos et je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour tous ces retours. Et je vais prendre la balle au bon parce que effectivement, comme tu dis, il y a déjà beaucoup de choses qui se font depuis longtemps dans beaucoup de zones rurales, dans beaucoup de campagnes. On avait envie de donner la parole peut-être à deux d'entre elles particulièrement pour voir si ça faisait écho aussi avec vos propos, à la fois Benoît et Manon. Je ne sais pas si Laurence du Nord-Pas-de-Calais est là. Est-ce que tu es là? Oui. Ah, super. Non, non, c'est pas. Ça a l'air de marcher. Du collectif Et je antifasciste du suis là bassin avec minier. moi. Pardon, il y a un petit décalage. Je vous laisse la parole. Ouais. On a coupé la vidéo en espérant que ça ira peut-être mieux. Ouais, bah, le collectif, il s'est monté il y a 2 ans, 1 an et demi, parce que on a su il y avait déjà des réunions de personnes au niveau local et avec d'autres villes plus loin, du RN à inaugurer rien de évidemment. Ça saute un peu, pardon, on vous entend mal. Mais ensuite, suite aux législatives, on s'est remis en route pour, pour être présente et visible sur le terrain, dans la rue, sur le parvis de la gare, enfin voilà, que les gens puissent se rendre compte que dans les grands médias, ok, les mainstream, l'extrême droite a largement sa place, mais que en fait, dans la rue, dans la ville et dans la vie des gens, non, les gens, ils sont encore solidaires, comme on dit, et les idées de gauche ont encore largement leur place, quoi, dans notre société. Mais il faut encore le dire parce que, comme vous disiez tout à l'heure, plus on entend marteler et plus on entend parler de racisme ou d'idées ségrégationnistes ou d'extrême droite, et plus les gens vont y croire et y adhérer, quoi. Donc c'est vraiment être visible par des tractages, là on va être présente et présent sur un marché au moins d'une ville qu'on voudrait bien garder. Voilà, à des objectifs aux alentours, quoi. Pour la présentation du collectif sur les objectifs, il y a effectivement la visibilité dans la rue, il y a une page Facebook, un Insta, etc. Mais aussi, c'est le deuxième enjeu, c'est de réfléchir pour s'outiller, au fait, de réfléchir à ce que c'est que le fascisme aujourd'hui, à ce que c'est que l'antifascisme, à ce que ça veut dire être
être antifasciste? Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite précisément, en fait? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait, mais même entre nous, tendance à dire très vite, OK, moi, l'extrême droite, pas question, moi, je suis pas raciste, moi, je suis, etc. Et on s'en contentait. On a tendance à s'en contenter assez facilement sans pousser plus loin. Et du coup, nous, l'idée, c'est aussi de réfléchir à ce que c'est, à ce qui se passe, et puis de s'outiller le plus possible avec des outils d'EducPop. C'est écrit qu'on nous entend malheureusement très mal. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas. Là, c'est un peu mieux là depuis 30 secondes. Ok. Bon, super, tant mieux. Du coup, nos actions, on est vraiment très, très modeste, hein, mais nous, on est des habitants et habitantes du coin. On est de classes sociales assez différentes. Il y a des gens au RSA, il y a des gens qui galèrent, là, qui ont du mal à finir les fins de mois. Il y a des fonctionnaires, il y a des retraités qui ont deux maisons. Voilà, on est de classes sociales un peu différentes, d'âges différents aussi. On a entre 21 et bientôt 70 ans, je crois. Voilà, il y a, voilà, ce qui nous motive, c'est aussi de casser l'image de l'antifasciste. Ça doit être, ou alors c'est forcément un jeune qui est en groupe, qui est en ville, qui s'habille en noir et qui va tout casser. On veut un peu redonner des lettres de noblesse à ce mot, au fait, et c'est pour ça on parle, enfin, on aime bien dire le mot complet, au fait, et pas dire antifa. Même si les gens habillés en noir qui cassent des banques sont nos amis, mais au fait, enfin, on veut vraiment nous diffuser, parce qu'étant habitant du coin, de dire, au fait, ouais, être antifasciste, c'est être contre ça, être pour l'égalité, t'en es ou t'en es pas, et du coup, euh, ça te transforme pas forcément en quelqu'un qui va militer absolument tous les jours, sans relâche, etc. Par contre, sois attentive à pas laisser passer les petites phrases, les petits sourires entendus qui peuvent s'insinuer, et qui, quand on les laisse passer dans des conversations ou marcher avec les copains, copines, avec les collègues, etc., au fait, font vraiment du mal, au fait, globalement. Bah, super, merci à vous deux. Et n'hésitez pas, hein, à rebondir plus tard dans la suite de la discussion. Je ne sais pas si les camarades bretons sont ici, notamment du CVA 22. Allô, allô. Ok, bah écoutez, tant pis. N'hésitez pas, je rappelle, mais à poser des questions un peu précises sur le chat aussi, pour voir s'il y a, il y a des choses dont on veut particulièrement discuter et creuser. Et je crois quand même il y a une question qui était un peu revenue et qui était intrigante, qui était celle de Benoît. Tu parlais tout à l'heure tu te disais, je reprends les termes, que l'avenir, ce sera l'écologie et le féminisme. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ce que tu veux dire par là? Ah, bah là, je sais pas, c'est des intuitions, c'est pas du tout. Mais simplement, en fait, enfin, moi, j'avais l'impression que tout était imbriqué. Et dans mon écriture, j'ai essayé d'en rendre compte que tout, que la, que l'inégalité de classe et les rapports de classe étaient complètement imbriqués dans la domination masculine, là où j'enquêtais, où en fait, on se rendait compte que ce qui avait différé des années 70, c'était que ces campagnes-là qui votent aujourd'hui très RN avaient en fait un taux d'emploi féminin hyper élevé, et qu'aujourd'hui, les femmes de moins de 35 ans sont deux fois plus au chômage que leurs homologues masculins. Et que quand elles travaillent beaucoup plus à temps partiel. Donc aussi dans les couples, il y a des fortes inégalités. En plus, le capital familial, on le transmet plus à l'enfant mâle qu'à une fille, parce qu'on se dit qu'il pourra retaper la maison de la grand-mère, parce qu'on se dit que lui, il va plus rester ici, alors qu'elle,
bien mal lui en a pris, elle a été allée faire des études où elle a un petit diplôme, où elle va se marier, donc elle s'en sortira par elle-même autrement. Et donc, enfin voilà, moi je voyais comment plus il y a d'inégalités salariales sur un secteur, plus les couples ils sont formés entre des hommes plus vieux que leurs femmes. Du coup, ça accentue aussi la domination masculine là-dedans. Et en fait, les personnes qu'on voyait très encore moins dans l'espace public, qui n'avaient pas l'équivalent des clubs de foot, des assos de chasse, c'était les femmes. Et il me semble que en fait, quand je dis que les modèles qui portent le vote extrême droite sont portés par des artisans, des petits patrons, des ouvriers qualifiés qui vont être un peu, qui vont en fait autour duquel tourne la sociabilité. Je suis persuadé que si les rôles modèles s'étaient incarnés par notamment par ces femmes qui ont fait des études, mais pas forcément. Ça peut être aussi ces femmes qui ont formé les Gilets jaunes. Si on arrivait à les imposer en fait au centre du jeu et pas, comme elle me dit d'elle-même, des pièces rapportées dans le groupe de potes de leur mec, comme des pots de fleurs dans les soirées, dans les sociabilités, eh ben là, il se passerait à mon sens quelque chose. Mais là encore, ça tient à une domination qui part du marché du travail aussi tant qu'il y aura des fortes inégalités salariales, des taux d'emploi différents, ou alors que les femmes, au contraire, qui seront sur place, euh, seront plutôt dans une fonction publique catégorie B, A, enfin, qui sont très minoritaires, en fait, donc qui sont coupées, en fait, des milieux populaires, il y aura rien qui se passera. Puis l'écologie, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais c'est la même chose, en fait, qu'avec le féminisme. C'est parce que ça rencontre aujourd'hui, à mon sens, des points de rupture sur la domination telle qu'elle est de plus en plus remise en cause et acceptée et qu'elle renvoie aux conditions matérielles d'existence des gens. Quand c'est plus possible d'être autant dominé, à un moment donné, il se passe quelque chose. Et voilà, je pense que ça peut prendre par là parce que aussi, et je dis ça parce que c'est les deux dimensions, à mon sens, qui sont un peu moins tributaires de cette espèce de mélange enfin, de la fausse conscience de classe des catégories populaires que je décrivais tout à l'heure, qui aspirent en fait à la réussite économique notamment parce qu'ils ont eu accéder à la propriété, parce qu'ils se voient du côté en fait des possédants euh, et qu'ils ont avant tout l'envie de leur ressembler et de l'autre côté l'envie de stigmatiser ceux qu'ils appellent les assistés et d'autant plus quand ces assistés sont décrits comme racisés. Donc voilà, c'est pour ça que j'y crois moins là, telle quelle, à une prise de conscience de classe, à nous les ouvriers, à nous la classe sociale qui se mobiliserait contre eux les patrons, parce que ton patron, tu bois des coups avec le vendredi soir. Et même si on te dit que sur le chantier, c'est un con. Mais n'empêche que tu bois des coups avec lui et que tu vas l'aider à déménager, et que quand il a besoin de quelque chose, tu es le premier à y aller, et puis quand il dit d'être de droite, tu votes à droite. Tu dis que tu fais comme lui, parce que si tu dis pas comme lui, déjà, tu as envie d'être comme lui, tu as envie d'être comme lui, mais tu sais que si tu ne fais pas comme lui, ça va pas aller pour ta réputation. Tu vas devenir toi-même cet assisté. Donc là, j'y crois moins, tu vois. Alors même que je suis un sociologue qui étudie les classes sociales, etc. Mais voilà, quand on voit en fait comment tout ça est imbriqué, je pense que là où il y aurait peut-être un peu plus de passages à apprendre, voilà, c'est dans des questions peut-être de l'écologie, du féminisme. Mais bon, là encore, hein, je sais que c'est des questions très compliquées, parce que, enfin, je suis pas un spécialiste des mobilisations, mais je sais que c'est deux domaines dans lesquels les personnes qui ont davantage de capital culturel s'expriment bien plus que les autres. Donc, là encore, les populations rurales peu diplômées, à l'écart du militantisme, je ne sais pas comment elles peuvent prendre pied dans l'état actuel des réseaux militants là-dedans, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je pense que, à mon avis, c'est des questions qui ne sont pas forcément les plus au centre des débats, tu vois. Ouais, ouais, non, mais la question est ouverte. Je préfère le dire à l'oral. Il y a aussi sur la sociologie du genre, pardon, et de la ruralité, on peut aussi voir les travaux de Fanny Renard, Sophie Orange et Yael Amsalem Mingui, qui ont fait effectivement aussi des analyses hyper intéressantes à creuser. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi aller plus loin sur ces questions-là. Peut-être comme le temps file, on voulait aussi donner la parole à quelqu'un qui nous vient des États-Unis actuellement. Qui de fait était les derniers mois aux États-Unis pendant la campagne, c'est Lumia. Salut Lumia, Et qui n'a pas le chauffage chez elle, apparemment. qui n'a pas le chauffage. Alors, il fait -3 dehors. Comme ce pays ne connaît pas le double vitrage, il fait un peu froid à l'intérieur, ouais. Eh ben bienvenue.
Ça On va espère que aller. c'est- j'espère que ça va aller. Euh, on voulait, j'imagine que tu connais bien les travaux de Benoît et puis les discussions là, donc on a eu l'heure écoulée te sont pas étrangères. La question que je voulais te poser, c'était aussi, toi, comment est-ce que cette analyse des ruralités en France et de la montée du RN, on la retrouve plus ou moins ou pas? Est-ce que c'est des mêmes, il y a des facteurs d'explication qu'on retrouve aussi aux États-Unis et qui expliquent la montée du vote Trump? Et puis, est-ce que tu vois, toi, dans la campagne que tu as arpentée ces derniers mois, aussi des initiatives et des mobilisations en ruralité qui peut-être peuvent nous inspirer ici en France? Ouais, et ben, carrément. Alors déjà, juste pour le contexte, donc moi je m'appelle Loumire, je viens de l'Ain, pas très loin du Jura de chez Manou. Qui est une campagne traditionnellement conservatrice avec des ouvriers de droite en gros quoi, beaucoup d'entrepôts Amazon, une centrale nucléaire, voilà. Moi c'est plutôt ça ma sociologie, là où j'ai grandi et où je milite. Et en ce moment donc je suis en effet aux États-Unis, en Virginie occidentale, qui est un État, le deuxième État le plus pauvre et le deuxième État à avoir le plus voté pour Trump aux États-Unis, qui est l'ancien bassin minier, en gros. Enfin, eux, ils ont un bout du bassin minier au sud et un bout de la de la Rust Belt au nord. Donc, en gros, assez similaire pour le coup, très ouvrier, très pauvre maintenant. Et donc, c'est exactement ce que je suis partie chercher. Donc, je suis pendant 6 mois ici pour comprendre les ressorts du vote Trump et voir s'il y a des choses similaires et surtout que font les activistes sur place pour essayer de renverser la tendance. Donc, je ne vais pas vous raconter ça en 2 minutes parce que ça m'occupe pendant 6 mois. Mais en gros, là où j'en suis aujourd'hui, il y a quelques différences fondamentales quand même. Déjà, la place de la religion. Elle est sans commune mesure aux États-Unis, là où donc la religion, notamment évangélique, aux États-Unis, elle prend beaucoup de place dans le vote d'extrême droite. Elle structure un rapport au sujet, donc notamment l'avortement, qui est une énorme ligne de rupture. Euh, donc ça, c'est quand même un peu différent parce que, enfin, en tout cas moi dans mon expérience, la question et donc le problème que peut poser la religion, c'est le côté binaire où en fait on peut pas vraiment discuter parce que si tu considères que l'avortement c'est un meurtre, en fait il n'y a pas de est-ce qu'on peut parfois le faire, pas le faire. Enfin, à partir du moment où ton engagement politique il est structuré par est-ce que tu penses qu'on tue des enfants ou pas, ça donne moins de place à discuter de tout le reste. La place des armes, qui est assez prégnante aussi ici, notamment dans l'état auquel je suis. Donc, dans cet état-là, les gens portent des armes en permanence, dehors, dedans, au travail, dans les bars. Enfin, c'est-à-dire, pour vous donner une idée très concrète, enfin, très concrète, les gens, ils arrivent au bar et en s'asseyant, ils sortent leur portable, leur clé de voiture, leur portefeuille et leur pistolet. Et ils le posent sur le comptoir, quoi. Enfin, donc, il y a des armes partout, tout le temps. Ça structure aussi beaucoup le rapport aux démocrates parce qu'il y a une espèce de peur panique que les démocrates retirent les armes. C'est très fréquent de parler avec des gens qui ont des dizaines d'armes chez eux. Enfin, par exemple, on a eu donc un problème de chauffage, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Et le mec qui a réparé le chauffage, je discutais avec lui, donc voilà, il vote pour Trump, etc. Et il a 44 armes chez lui, dont des fusils automatiques, enfin voilà. Et il vote pour Trump, enfin, surtout parce qu'il a peur qu'on lui prenne ses armes, si les démocrates sont élus. Donc ça, c'est un peu différent. Et l'autre différence fondamentale, c'est quand même que les États-Unis, c'est le laboratoire de l'enfer capitalistique sur Terre. Enfin, je veux dire, nous, on a quand même un semblant de service. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il nous reste des services publics, il nous reste une conscience de classe, c'est-à-dire que ça a existé. On est quand même un pays dans lequel il y a eu une gauche organisée, on a eu des ministres communistes. Enfin, là, tout ça, c'est de la fanfiction pour les États-Unis, quoi. Pour vous donner des exemples pareils concrets, parce que c'est comme ça, enfin, moi, je suis marxiste et je pense que la pratique et le monde matériel crée la conscience, quoi. Mais si jamais vous vous faites renverser par une voiture dans la rue, alors même que vous avez une assurance maladie, vous appelez un Uber parce que votre assurance maladie ne prend pas en charge les ambulances. Et que si jamais vous appelez une ambulance ou que quelqu'un appelle une ambulance pour vous parce que vous êtes évanoui, ça va vous coûter 2000 balles. Il y a 60% des Américains qui sont endettés à cause d'une facture de santé. Donc, enfin voilà, ça structure quand même le rapport à la vie et à la survie. La différence que je trouve, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont dans de la survie permanente ici et qui sont dans une forme de colère absolue parce que ben
je vous laisse imaginer, tout est à l'avenant. Enfin, là, par exemple, l'État dans lequel je suis vient de supprimer les amendes pour les gens qui font travailler des enfants. Donc, en fait, il peut y avoir des gamins de 12 ans qui travaillent Il y a beaucoup d'usines de poulets ici. Il y a des gamins de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui travaillent. Et avant, il y avait des amendes de 10 000 balles pour les employeurs. Et ça vient de sauter. Donc, ça veut dire c'est la dystopie sans fin, ce pays, quand même. C'est vraiment l'éprouvette de l'enfer capitaliste. Maintenant, une fois qu'on a mis tout ça, donc ça c'est vraiment des différences assez fondamentales, sur le ressort du vote Trump, moi c'est des choses que je trouve en effet extrêmement similaires. Donc l'envie très forte d'être son propre patron, parce que grandissant dans une société capitaliste où on nous dit que on peut tout et que si on n'y arrive pas c'est qu'on est mauvais, du coup ça devient une course contre soi-même, contre l'humiliation d'y arriver. Parce que sinon, tu es le seul responsable de ton sort ici. Il n'y a pas de logique structurelle. Euh, et donc, l'individualisme est roi et dans les deux sens. C'est-à-dire, si tu n'y arrives pas, tu penses que c'est de ta faute. Et donc, il y a un sérieux sujet d'estime de soi qui est largement mitigé par le vote Trump. Et puis, si tu y arrives, tu dis, bah, c'est grâce à moi, donc je ne veux pas payer d'impôts de manière. Euh, il y a il y a un livre très intéressant qui vient de sortir d'une sociologue qui travaille sur le rapport aux émotions. Et donc, son dernier livre, ça se passe sur cette région dans laquelle je suis, et c'est sur le sentiment de fierté. Et je rejoins Benoît qui disait on ne peut pas pousser des gens à faire des choses en les humiliant. Et ça, c'est très net. Enfin, je veux dire, ici, le vote Trump, pour beaucoup, alors il y a un vote Trump de gens friqués qui votent parce qu'ils ont bien compris que ça allait leur enlever des taxes et qu'ils allaient être encore plus riches. Mais il y a surtout plein de gens qui disent c'est le seul à nous défendre, c'est le seul qui parle pour nous. C'est vraiment le président des blessés, des meurtris, des humiliés, Trump. Et on ne peut pas comprendre le vote Trump si on ne comprend pas ça. La totalité des gens avec qui j'ai parlé ne sont pas des espèces de fanatiques qui trouvent qu'il est génial. Tout le monde dit c'est un gros con, il faudrait qu'il apprenne à fermer sa gueule, franchement il faut qu'il la ferme. Enfin, des mots qui sont très durs contre lui, mais il y a quand même cette impression qu'il fait, il fait face, enfin il fait mur, il fait frontière entre eux et le monde, entre eux et ceux qui, en gros, pensent que c'est bien fait pour eux et qu'ils sont juste un tas de ramassis racistes dégénérés, quoi. Et ça, moi, c'est vraiment des réflexes que je retrouve chez moi où on a envie d'avoir, enfin, où il y a beaucoup d'électeurs du RN qui sont reconnaissants au RN parce ils ont l'impression qu'ils les défendent face à la violence du monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve. Le vote des femmes aussi, alors avec un truc qui est pas du tout compris dans les cercles progressistes où les gens disent, mais enfin, vu comment il parle des femmes, vu ce qu'il fait aux femmes. Et en fait, tout le monde est bien au courant de ce qui... Enfin, je veux dire, il y a très peu de femmes que j'ai rencontrées qui se disent, j'aimerais sortir avec Donald Trump. Par contre, elles disent toutes, celles qui votent pour lui en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est bon pour mon panier de courses à la fin du mois. Et donc, on est loin du vote où on vote pour un idéal de société, où on vote pour des idéaux. C'est vraiment un vote qui est aussi ancré dans qu'est-ce qui est bon pour moi. Comment est-ce que moi je vais pouvoir payer mes factures? Comment est-ce que moi je vais pouvoir payer mon crédit? Combien va me coûter mon plein d'essence à la fin du mois? Ça, c'est clair et net. Et je pense enfin que dans un monde d'incertitude absolue, enfin il faut quand même donc une incertitude qui vient du capitalisme, enfin très net, je veux dire quand tu sais pas comment tu vas, les gens sont payés à la semaine ou toutes les 2 semaines ici, et donc ça veut dire qu'ils payent leurs factures toutes les semaines, toutes les 2 semaines face à face. Les gens passent leur vie à payer des trucs et à se demander s'ils vont pouvoir les payer et à pas pouvoir les payer et à donc faire des crédits à la conso. Enfin je veux dire c'est un cercle vicieux atroce. La pandémie donc il y a 75% des Américains qui sont employés ce qu'on appelle at will et qui donc peuvent être licenciés du jour au lendemain sans aucune raison valable. Donc il n'y a pas de syndicat, vous imaginez bien, enfin, tout à l'avenant. Et donc dans ce monde d'insécurité immense, il y a beaucoup de gens qui recherchent de l'ordre et de la sécurité au sens de la sûreté. C'est exactement ce que propose Trump. Trump il propose des recettes faciles pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mettre fin à la guerre au Proche-Orient. Euh, En tout cas, c'est ce qu'il propose. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais en fait, on a besoin d'un leader fort
qui remet un peu tout le monde à sa place et qui fait en sorte que on va arrêter de payer pour les guerres des autres et qu'on va arrêter d'envoyer nos soldats et nos jeunes se faire dynamiter en Afghanistan parce qu'en fait, à quoi ça nous sert à part les ramener plein de traumas. Et nous, en face, le camp progressiste, ce qu'on dit, c'est quand même, ben oui, il y a des crises, et puis on n'est pas toujours sûr de comment on va les résoudre. Et puis c'est vrai que le GIEC, si tu bouges un paramètre, t'es pas, enfin, on ne propose que du changement radical, dont on n'est même nous-mêmes pas trop sûr, en fait, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'il faut faire exactement. Enfin, moi, pourtant, je suis militante climat, je serais bien en peine de vous dire exactement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vivre super bien. Et ce que propose Trump, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir dans juste les slogans, lui, Make America Great Again, donc revenir à une grandeur et revenir à la normale, et Kamala, We're not going back, on ne reviendra pas en arrière. Donc il y a vraiment euh, en gros, on fait un grand pas dans l'inconnu et on va vers l'avenir, versus, attendez, en fait, on avait un truc qui fonctionnait à peu près, on va se remettre là-dedans. Et ça, je crois que je le retrouve beaucoup en France aussi, avec un refus de changer, parce que en fait, on nous demande déjà en permanence de changer tout le temps et de s'adapter, et les gens disent en fait, on est épuisé de s'adapter en permanence à ce monde en redéfinition, donc on veut ne pas remettre en cause la manière dont on se déplace, ne pas remettre en cause la manière dont on travaille, enfin genre laissez-nous en fait. Et cette idée qu'il faut nous laisser tranquilles, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez moi et que je retrouve beaucoup ici. Avec cette envie de toute manière, vous nous aidez pas, donc au moins laissez-nous nous gérer entre nous. Et ça, on sait faire. Et donc, arrêter de nous empêcher de prendre notre voiture, de dire à nos enfants ce qu'ils doivent apprendre à l'école, etc., etc. Euh, et donc, ça, c'est pour le constat. Et rapidement, pour les solutions, bah, c'est ce à quoi je m'attelle maintenant. C'est difficile. Je pense qu'on a beaucoup plus de chance en France, honnêtement. Enfin, plus je suis là, plus je me dis qu'on est mieux barré parce qu'on a quand même des digues, notamment grâce aux services publics, qui tiennent. Alors, la seule question, c'est que je me dis parfois, enfin, c'est ce que disait Benoît, quand à force d'être humilié, au bout d'un moment, ça pète. Ici, je pense qu'on est beaucoup plus proche de la rupture que la France. Ou moi, ce qui m'inquiète en France, c'est quand même que la négo qui est proposée par le RN, qui est vous voulez garder les privilèges, les acquis sociaux, les conquis sociaux, peu importe comment on veut les appeler, qui sont réels. Enfin, je veux dire, avoir un cancer et ne pas payer pour son traitement pour le cancer, ça arrive très peu hein, dans le monde actuel. Et ça arrive en France pourtant. Et je pense que le pacte faustien qui est en train de nous proposer le RN, c'est pour que vous puissiez continuer à faire ça, il va falloir que on tue les migrants, que on ferme les frontières, parce que c'est ça hein, qui à terme va nous être proposé avec cette idée que on ne peut pas garantir ça à tout le monde. Et donc pour que nous on puisse conserver ça, il va falloir empêcher que les autres rentrent. Et en fait, au début c'est Frontex et puis après, enfin moi je pense qu'un jour on va tuer des gens dans la Méditerranée activement. Euh, et ça c'est flippant parce que pour le coup ici les gens n'ont rien à perdre. Donc ça peut partir en couille du jour au lendemain. Enfin là, je sais pas si vous avez suivi l'assassinat du mec qui dirigeait une des plus grandes assurances maladie, enfin de compagnie d'assurance maladie. Ça a été un vrai moment de lutte des classes où toute l'élite, d'ailleurs de gauche, de droite, a dit, ah mon Dieu, mais on peut pas se réjouir de la mort d'un homme. Et toutes les classes populaires ont dit, pardon, bien sûr on peut en fait. Fuck this man. Genre, il méritait en fait. Il y a pas à avoir de la peine pour lui et de l'empathie pour lui. Et ça a été vraiment un moment de redéfinition du clivage. En France, je sais pas comment on s'adapte à cette extrême droite qui est, de l'aveu de tous les gens qui se battent contre l'extrême droite au niveau mondial, une des pires, parce qu'on a une extrême droite proto-nazie, en fait, qui nous dit c'est super l'État, c'est super les services publics, juste pas pour tout le monde, juste pour nous, quoi. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que ça vient toucher à l'intérêt individuel des gens qui ont à ce que le système perdure un peu. Même s'ils ne sont pas gagnants par rapport aux ultra-riches, ils sont quand même plus gagnants que d'autres. Et le salaire symbolique d'être pas au bout de la pyramide sociale, il est réel en fait. Et si on parle de fierté et de désir, d'estime de soi, bah, en fait, il existe et il faut le prendre en compte. Et donc, en termes de solutions, moi, je crois fondamentalement au syndicalisme rural. Je pense que resyndiquer les gens et leur recréer du collectif autour de leur intérêt individuel qui devient un intérêt collectif, je crois que ça peut nous aider. Je sais pas pour rien que je suis en Virginie occidentale, mais c'est parce que c'est le seul État où il y a eu une vraie coalition multiraciale
dans les mines contre les patrons des mines dans les années 20, avec une histoire qui est unique aux États-Unis. Et voilà, je pense qu'on n'est pas du tout équipé en France, le mouvement syndical malheureusement n'est pas équipé pour faire face à ça, parce qu'il ne part pas des gens, malheureusement. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des États-Unis qui syndiquent des femmes de ménage, qui syndiquent des AESH, qui syndiquent des taxis et des Uber, voilà. Donc pour moi, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Euh, je ne sais pas si ça va nous sauver, mais en tout cas, chaque jour suffit sa peine et on essaye d'avancer un peu tous les jours, quoi. Bah, merci beaucoup, Noumia. Il y a des questions, n'hésite pas à répondre dans le chat aussi sur des exemples concrets de résistance locale près de là où tu es, et des choses que tu as vues, mais on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, à d'autres webinaires et à d'autres discussions. Et peut-être, je vous donne la parole aussi, Manon et Benoît. Déjà, est-ce que ce que raconte Noumia depuis les États-Unis, ça vous parle, ça vous fait réagir? Particulièrement peut-être cette histoire de syndicalisme rural. Toi, Benoît, tu as beaucoup étudié en tout cas, les cadres économiques qui rendent aussi difficile à la fois ce genre d'organisation et à la fois un décalage fort entre les milieux syndicaux et les classes populaires que tu as étudiées. Et voilà, comment est-ce que toi, tu vois une possibilité d'un syndicalisme rural en France qui se redéveloppe? Voilà. Et, et vraiment, cette question de la tonalité, de tout changer, je crois que c'est assez crucial, effectivement. Moi, j'avais été assez frappé pendant la campagne des législatives de voir le RN qui martelait, contrairement à la gauche, on ne vous promet pas de tout changer. On vous promet qu'on va améliorer quelques petites mesures ponctuelles, et c'est tout. Et c'était vraiment leur angle de communication dans la dernière semaine de campagne, quoi. C'était assez marquant. Donc, je trouve ça à crédit de ce que tu dis aussi, Noumir. Eux, leur stratégie, c'est clairement de pas dire qu'ils vont tout changer, mais aussi d'être dans ce truc volontairement rassurant pour essayer de capter un électorat, quoi. Mais ouais, je vous laisse réagir, Benoît, Manon, je sais pas qui veut commencer. Peut-être Ouais. Ben ok, j'allais le Non, laisser vas-y, répondre. vas-y, vas-y, Manon, fonce. Pas de souci, je me lance. Non, bah, surtout, bah, sur la question syndicale, moi, ce qui m'intéresse là où je regarde le plus, pour moi, c'est plutôt les questions syndicales agricoles. On est d'ailleurs en pleine période des élections pour les chambres d'agriculture. Moi, c'est quelque chose que je suis depuis que je suis petite parce que mon père est syndiqué à la Confédération paysanne euh, et que j'ai grandi dans ce milieu-là. Or, ce que je note pas mal chez moi, et du coup, ça va prendre avec des pincettes parce que c'est quand même quelque chose qui a lieu dans beaucoup de coins de France, mais c'est pas forcément le cas partout pour autant. Mais ce que je vois à la Confédération paysanne, c'est un, une- un écart qui se creuse de plus en plus entre les anciens de la conf euh, avec, donc on va dire, pour dire vraiment gros, enfin, il y a à gros traits, on est sur les héritiers du Larzac, qui euh, aussi ont participé à des luttes pour enfin, des choses qui sont des acquis, enfin, des conquis sociaux aussi assez, enfin, assez importants en termes de... Moi, je viens de Franche-Comté, donc là, tout ce qui est, par exemple, le cahier des charges autour du comté, les appellations, les choses comme ça, c'est des choses qui ont vraiment protégé fortement les agriculteurs. De l'autre côté, plutôt des paysans, on va dire beaucoup en maraîchage, ou chez moi beaucoup, il y a pas mal de vignes, donc c'est aussi là-dessus, mais qui arrivent, enfin qui s'installent, pour beaucoup qui sont pas issus du milieu agricole, pour certains qui sont pas issus du territoire d'ailleurs, qui arrivent plutôt avec un bagage d'un militantisme qui enfin, s'affiche très fortement comme anticapitaliste, etc. Ce qui est la Confédération paysanne, par ailleurs, hein, qui est historiquement, avec la Via Campesina, c'est vraiment ce que porte la conf, mais on sent bien que dans la formation politique, dans les modes d'expression, dans le langage qui est utilisé, et puis aussi dans ce qui est défendu, parce qu'il y a, enfin, clairement, sur la question des appellations, par exemple, il y a des fights assez importants qui se jouent. Euh, et ben, il y a une scission qui, je trouve, est intéressante à commenter parce que elle
pour moi, elle représente aussi assez bien ce qui se passe à gauche, en rural de manière générale. Et du coup, si on sort de la question des syndicats, enfin, où il y a un petit choc générationnel qui se joue et où c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'investir quand même les endroits où il existe déjà des choses, enfin les espaces associatifs ou autres où il existe déjà quelque chose, même si c'est pas facile. Même si franchement, travailler sur cet écart générationnel, ça demande vraiment de la patience, quoi. Euh, mais, euh, mais où pour moi c'est fondamental parce que si on représente qu'un profil, ça ferme des portes. Et, euh, et du coup, enfin, moi, je vois aujourd'hui mes potes qui sont plutôt JA. Ils ont beau, donc enfin, du syndicat Jeunes Agriculteurs, ils ont beau être de plus en plus critiques vis-à-vis de la FNSEA. Si à un moment ils partent, ça sera pas pour venir à la conf. Ça sera pour aller à la coordination rurale. Euh, enfin, il y a quelque chose qui, à un moment, semble trop loin. Et on a besoin aussi de certaines personnes dans des groupes politiques en capacité de représenter un peu tout le monde et d'avoir peut-être des idées qui sont... en gros, pour moi, même si c'est hyper difficile, il faut qu'on trouve le moyen de réussir à faire tenir ensemble les personnes qui tiennent un discours politique radical et les personnes qui réussissent à aller aux marges et à ouvrir les portes, quoi. Et du coup, je pense que c'est peut-être un des pans où, quand je vais à la fête de la Confédération paysanne, ça me marque comme parfois les propositions, ce qui est fait, etc. Ben, je pense à certains de mes potes à Gris, jamais de la vie, ils mettront les pieds ici, quoi. Et du coup, il y a enfin, ouais, il y a un vrai enjeu là-dessus. Voilà. À chaud, c'est ce que ça m'évoque. Trop bien, merci. Je passe la parole à Benoît et puis il y aura aussi Non Hello du collectif Antifa du bassin minier. Euh, ouais, mais du coup, je vais pas trop rebondir sur syndicalisme, juste dire que quand même c'est très. Il me semble que le syndicalisme, c'est tellement conditionné au fait de se voir au travail. T'entends beaucoup, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la situation des femmes. Quand je parlais des gilets jaunes, les premières que je rencontre, c'est des femmes d'un entrepôt, d'une grande entreprise de logistique qui me disent même au boulot, on se voit plus. Donc, ce qu'on peut pas faire au boulot, on le fait là. Du coup, ça veut pas, je pense aussi que le syndicalisme, il y a les travaux de mon collègue, notamment Julien Michy là-dessus, sur le syndicalisme rural, qui montre des choses qui persistent, en fait, et que quand il y a encore ces réseaux-là, c'est beaucoup plus compliqué pour la droite, et notamment les notables aussi, de s'installer, d'aller jusqu'aux classes populaires. Il y a des intermédiaires qui bloquent, en fait, et qui conscientisent autrement. Simplement, enfin, ça demande peut-être à repenser les marges, enfin, le périmètre du syndicalisme. Enfin, voilà, essayer d'étendre en fait. Et juste un truc sur lequel je voulais rebondir, qui était l'autre partie de ta question, et qui m'a fait réagir aussi à ce que Lumière elle disait, parce que je trouve ça très parlant, moi, le meurtre de l'assureur là. Euh, Où en fait, ça rappelle quand même que les gens ont des vies très conflictuelles et qu'ils n'ont pas, et qu'ils de fait, ils s'intéressent à la politique quand elle est conflictuelle. Pourquoi les Gilets jaunes, ça politisait? Parce qu'ils allaient au charbon aussi. Tu voyais des types qui avaient jamais fait de manif ou de mobilisation, des femmes d'ailleurs qui prenaient plein de risques et qui assumaient qu'en fait le changement passe par une conflictualité parce que dans leur vie quotidienne, ils sont rabaissés, ils ont des conflits avec leurs employeurs, ils ont des conflits intrafamiliaux. Quand tu es entre guillemets au bas de l'échelle sociale, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et du coup, tous les discours qui parlent de mesures, de chèques, de compensation, d'amélioration, ne prennent pas parce que tu as l'impression que ça ne changera pas. Déjà, tu vas dire c'est quelqu'un qui vient phraser, tu vas faire des longues phrases pour nous expliquer rien qui change. Alors que le RN, c'est pour faire le lien juste avec la première partie de ta question, il dit OK, on ne changera rien, on n'améliorera pas votre condition, mais les autres, par contre, ils vont manger sévère. Les autres, c'est ceux qui sont pas comme toi, donc c'est ceux qui sont pas blancs ou ceux qui sont assistés. Et je dis ça parce que je pense que là, enfin, on est en train de parler de villages, mais j'aimerais aussi que, je pense qu'il faut penser les petites villes, les moyennes villes. En fait, il y a plus de monde hein, dans les petites villes, les bourgs et les villes moyennes, qui ont voté très massivement RN, je l'ai dit tout à l'heure, mais plus massivement en fait en proportion que les petits villages. Dans ces espaces-là, et on voit aussi par exemple des trucs qui peuvent peut-être choquer du point de vue des grandes villes, mais de forts votes RN dans les QPV.
dans les quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, le vote RN, à mon avis, il embrasse beaucoup plus que les petits blancs recroquevillés dans les villages de 300 habitants qui regarderaient que la télé. Enfin bref, tout ça, en fait, à mon avis, plaide pour arriver à reconstruire des discours de conflictualité aussi qui parlent aux gens. Le mieux, ça serait qu'ils les expriment eux-mêmes. Comme ça, on ne tomberait pas à côté, vu qu'ils n'auront pas voix au chapitre et puis que c'est pas fait pour ça, de toute façon, les instances politiques. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là à penser. Et le syndicalisme, c'était ça. Le syndicalisme, à mon sens, c'était tenir tête, ne pas perdre la face. Quand on est accusé du fait que enfin, l'usine ferme parce que on n'est pas assez rentable, moi je suis dans le monde des usines, hein, je pense que dans ces exemples-là, ben, il y avait les syndicalistes qui étaient garants de ta réputation. Maintenant, les potes de la bande de potes du clan, c'est ça aussi. Pourquoi c'est les vrais potes sur qui compter? Parce que tu as pu compter sur eux en cas de conflit. Ils ont passé l'épreuve des concurrences, l'épreuve des embrouilles. Et le nous, maintenant, la conscience collective que moi j'identifie là-dedans, le déjà nous, le nous d'abord des vrais potes, il a passé l'épreuve du feu. Et c'est une vraie politique, ça. C'est un vrai engagement politique pour sa bande de potes. La politique au sens fort du terme, pas la politique électorale, pas celle qu'on impose d'en haut. Vraiment une politique de comment on s'organise pour vivre et survivre et s'améliorer. Et je pense qu'il y a de ça, et c'est là encore tout l'enjeu, à mon sens, d'être là pendant les mouvements sociaux, quoi. C'est que, comme de la même manière que Manon l'a bien dit tout à l'heure, quand on se fait un bal où tu tiens une buvette ou qu'il se passe quelque chose, enfin qu'il y a quelque chose, une épreuve à vivre, toute petite soit-elle en fait, mais avec quelqu'un, tout de suite en fait, ça fonde une forme de confiance. Et puis je rajoute ça parce que il y a un truc que je voulais un peu dire au début, puis que j'ose pas trop dire, mais quand même. euh, je pense qu'il y a une homogénéisation même de notre part, de la part des gens qui veulent contrer l'extrême droite, des populations qui vivent dans les territoires les plus marqués à l'extrême droite. Et moi, j'écoutais une conférence, c'était une université d'été d'un grand parti politique, enfin c'était de la LFI, où il y avait un militant qui dit j'ai lu le bouquin de Benoît Coquart, bah, là-bas on voit bien que c'est tous des fachos, moi je vais pas aller militer dedans. Et le mec, je pense que je voyais, on voit pas dans la salle, mais je pense que c'était un mec racisé, donc qui disait ça en mode qu'est-ce que je vais aller pointer ma tête là-bas, ils m'attendent pas, et puis ils vont me faire dégager. Et en fait, ça me rend triste de la manière dont on peut. Bon, après, c'est une lecture rapide, c'est pas ce que je dis, hein. Concrètement, j'écris pas ça. Simplement, il faut se dire que même dans ces espaces où on dit que c'est l'hégémonie du RN, où on dit que le RN a gagné, il y a plein de gens, en fait, déjà qui ont des adhésions dilettantes, et puis il y en a plein, en fait, qui ont envie juste qu'on porte une autre voix. Les gros poissons dans une petite mare, ces leaders d'opinion RN, qui sont aussi leur faiblesse, à mon sens, les hauts artisans, aux petits patrons, à ceux qui portent, qui disent d'être bien de droite, c'est qui dominent les gens. Et ils les humilient ou ils leur font craindre pour leur réputation. Donc tu as envie d'être comme eux, parce que sinon, tu es dévalorisé. C'est la même chose que de dire je vote RN pour voter du côté des gens bien. Parce que si je dis que je suis de gauche, on va me traiter de branleur. Je reprends un de mes enquêtés qui me disait ça. Eh bien, c'est ça qu'il faut contrer. C'est justement à toutes ces personnes-là sur lesquelles à qui il faut redonner un honneur. Et là, c'est une conflictualité. Ça passera pas par l'idée de dire, on va vous aider à accéder à la propriété, on va vous payer la bagnole électrique. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce côté s'affirmer, se rendre compte qu'on a un pouvoir. Quand tu voyais le transpalette qui pétait les portes de la préfecture, quand tu étais un gilet jaune, tu faisais tourner la vidéo à tous tes potes parce que tu disais, regarde, incroyable. Le problème, c'est que le seul mec qui a osé mettre un gilet jaune à l'Assemblée, c'était Jean Lassalle. Donc en profil picture de Facebook, on mettait Jean Lassalle. Parce que c'était le seul qui osait porter et à qui on s'identifiait de dire on a aussi le pouvoir qu'un type qui est proche du sommet de l'État veuille nous ressembler, mette aussi le gilet jaune, qu'on est aussi en train, mais on tombe dans l'escarcelle de l'extrême droite. Bref, cette conflictualité-là, elle doit être dirigée. C'est quand même toujours là-dessus que la gauche a mobilisé. Avant, c'était parce qu'elle mobilisait la conflictualité de classe. euh, et une conflictualité qui permet de dire nous fièrement, qui permet de dire je aussi fièrement, mais voilà.
Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, qu'il n'y a pas du coup de territoire perdu, il y a pas de stratégie à se dire là-bas c'est perdu, là-bas c'est pas perdu. Je pense que ça retraduit juste un mépris de classe caché. Ouais. Et qu'il faut assumer de se dire qu'aujourd'hui, la gauche, j'allais dire biologiquement, mais sociologiquement, elle est composée de personnes qui sont de plus en plus éloignées de ces milieux-là, donc qui sont de plus en plus disposées à se dire qu'ils sont tous pourris. Mais c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui subissent des dominations, et partout où des gens subissent des dominations, la gauche doit prendre appui sur ce ressentiment, sur sur ce que ça crée de rancune et de colère. Il faut les capter, puis voilà. Mm. Et puis effectivement, assumer la conflictualité, comme tu le dis, notamment face aux classes intermédiaires qui se posent en relais du RN Ouais, il y a et se dire, quelqu'un ouais. qui me demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Mm. Vraiment, je pense qu'il faut leur tenir tête. Et que vu qu'ils sont dans le groupe majoritaire, ils sont dans du bon côté, parce qu'on veut être très conformiste dans ces milieux-là, notamment parce que tout le monde te connaît. Enfin, il y a un effet de conformisme dans les milieux de forte interconnaissance que sont les quartiers populaires, les villages, tout ça. Eh ben, de l'autre côté, il faut construire quelque chose aussi de collectif. Et c'est là où c'est difficile. C'est qu'on ne peut pas attendre que les gens d'eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu Mélenchon ou un autre à la télé, ils aillent dire, bah, demain, je vais dire merde, je vais leur dire que c'est des racistes à mes patrons, je vais leur dire que non. Tu peux pas, Bah ouais, c'est pas ouais. comme ça que ça se passe. Oui, puis évidemment, ça a un coût, c'est difficile, enfin voilà. Mm. Mais effectivement. Et je redonne la parole au collectif antifasciste du bassin minier qu'on retrouve justement sur ces questions-là aussi Mm. d'espoir, de syndicalisme rural et tout. Est-ce que vous et puis tout ce qu'a dit Loumir en général, est-ce que ça vous parle depuis chez vous? Carrément, en fait. Un grand merci à Benoît pour juste ce qu'il vient de dire là, son propos là tout de suite. C'était super. Enfin, on en a besoin, on est carrément d'accord. Nous, on est du coup dans un territoire qui est présenté de plus en plus comme acquis, c'est un fief RN, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 municipalités qui sont N. Si le législatif a été il y a 11 circonscriptions qui sont au RN, et justement aussi parce que le discours de gauche est pas présent, en fait. Oui, enfin, moi, j'étais, je pense, touchée par les questions de Je, je- anti-milliers. je suis désolé, Ouais, non, on t'entend pas très on- très bien. Est-ce que je sais je vais pas si c'est parler une affaire plus, ça va? je pense que c'est une affaire de connexion, mais peut-être pas plus Ouais, centrée vers le micro. Mm. ouais, mais peut-être comme ça peut être. On va couper peut-être. Oui, On avait peut-être. essayé, ouais, on avait essayé, ça marchait. Voilà. Ok. Bah, dites-nous si ça va mieux ou pas. Oui, oui, c'est question de mépris. Et justement, il y avait dans le chat quelqu'un qui parlait de faire que ça marchait pas quand on parlait de Bernard Arnault pendant les porte-à-porte. Mais au fait, des trucs qu'on fait pour réfléchir, c'est on invite aussi des gens qui pensent et qui cherchent. D'ailleurs, on pensait à Benoît aussi, un de ces quatre. Hier, il y avait Félicien Faury, avant-hier, il y avait Félicien Faury et puis Pierre Vadelot à Béthune. Et le discours que tenait à cette même question, c'était mais au fait, Bernard Arnault, il est trop loin. Il est trop loin et il est trop puissant. Donc, et ce que tous les deux proposaient, c'était de remettre de la lutte des classes, mais à l'échelle locale, de se souvenir que le patron, c'est un patron et que son intérêt, c'est qu'on travaille et qu'on travaille le moins cher possible aussi, au fait. Et même s'il est sympa et même si machin, c'est quand même un patron. Et de rappeler ça, ça pouvait avoir une importance. Du coup, c'était un peu, nous, ça nous a fait pas mal réfléchir tout ça. Et aussi revenir aussi sur les municipales. Pour nous, c'est un gros enjeu parce que on sait qu'ici, il y a clairement un enjeu pour le RN ici, et c'est un enjeu national au fait, d'avoir dans le bassin minier le plus de villes ici. Et nous, on met deux choses, on est preneur d'idées, hein, si vous avez des idées à nous transmettre, mais on est vraiment preneuse. Mais si nous pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des fiches par ville où on s'est souvenu, on se rappelle un peu non seulement des résultats, mais aussi des candidats et des candidates aux municipales.
parce qu'il y a quand même des conseillers municipaux qui sont au RN ou qui se sont dit à un moment donné RN, etc. Et de faire un peu de la surveillance, au fait, de ces gens-là qui sont déjà là, au fait, même on ne sait pas s'ils vont être sur des listes ou pas, mais ils sont déjà là. Et puis d'aller voir aussi les maires des villes. Encore une fois, nous, on est du coin, on vient pas de loin, enfin voilà, on est connus, on est engagé d'une manière associative ou syndicale. Donc aller voir les maires du coin en leur disant, en se présentant et en disant, bah ok, c'est pas perdu parce qu'il y en a qu'on on voit baisser les bras et dire, bah c'est pas perdu et deux, ben on est là, mais juste il faut juste remobiliser les gens et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au fait. Voilà, nous, pour l'instant, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, nous, ici, dans le bassin minier, qui est effectivement, enfin, qui est vraiment présenté comme une terre acquise, alors que, comme vient de le dire Benoît, ça ne l'est pas du tout. Et notre but, c'est de le rappeler, au fait, que ça ne l'est pas. De laisser Et, l'espace, le champ à une autre parole, au fait. Et juste pour info, je trouve ça trop trop cool que, bon, vous avez compris, moi, mon obsession en ce moment, c'est les municipales. Je comprends pas pourquoi toute la gauche ne panique pas sur ces municipales, parce qu'en fait, comme d'hab, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se bouffer le nez pour les métropoles, qu'on dirige déjà. Enfin, moi, je m'en fous de savoir si c'est genre l'AFI, le PS ou ELV qui dirige Paris ou Bordeaux. Genre, en fait, c'est de gauche, donc arrêtez de nous saouler. Mais bon, bref, ça, c'est mon obsession perso. Juste pour rappel, il y a 35 000 communes en France, il y en a plus de 30 000 qui sont des communes rurales. Et le risque, il est quand même que des fachos compatibles, parce que ça va pas forcément être le RN, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas forcément d'étiquette chez nous, mais qui vont se présenter. Et du coup, il y a encore enfin, il y a du temps encore pour se présenter. Et nous, euh, dans les milieux activistes politiques, donc je pense à Victoire Populaire, les anciens primaires populaires, Fréquence Commune, Action Commune, etc. Il y a pas mal de gens qui essayent enfin, on essaye de voir comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider et aider le maximum de gens possible, sachant que beaucoup des choses qu'on défend au niveau national peuvent être mises en œuvre au niveau local et que, enfin, je vous refais pas le truc, mais le maire, c'est l'élu préféré des Français, enfin, le ou la d'ailleurs. Le Sénat est élu largement par les maires et les conseillers municipaux. Donc, il y a un vrai enjeu à gagner. Et il y a une vague de maires qui ne se représente pas, qui est monstrueuse. Et donc, il y a vraiment de la place en 2026. Et tout ça pour vous dire que on est en train collectivement de réfléchir à comment on peut vous aider. Donc, si jamais vous avez des besoins, si jamais vous avez des choses, vous dites dès maintenant, ok, ce truc, on n'arrive pas à le gérer. Si on avait ça, ça nous aiderait grave. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire tout ça. Et nous, on compile les besoins et on va faire au maximum pour vous aider. Enfin, c'est vraiment sur le radar de beaucoup de militants. Complètement. Je rajoute qu'il y a le site, le Action Commune qui recense aussi toute une série de listes participatives citoyennes, plutôt en tout cas marquées sur des valeurs de gauche et écolo, qui a une cartographie de recensement. Donc si aussi vous cherchez potentiellement des dynamiques, il y en a peut-être près de chez vous. Et puis j'ajoute que c'est un sujet que investissent vachement nos adversaires. Enfin, vous avez peut-être vu le plan de Pierre-Édouard Stérin qui vise à conquérir 1000 mairies en France en 2026 là et qui met des centaines de millions sur la table pour créer un réseau de cadres structurés pour le faire. Donc clairement, voilà, c'est un combat qu'il faut mener et merci de le rappeler. On arrive un peu vers la fin, il est 20h58 et ça fait presque 2 heures de discussion, ce qui est épuisant. Je voulais juste peut-être vous poser la question à vous quatre, si vous aviez un petit mot de la fin, quelque chose sur lequel, en tout cas un moyen d'action qui vous paraît peut-être particulièrement intéressant ou utile à promouvoir maintenant, en quelques mots, quelques phrases. Lumière, j'ai l'impression que tu l'as déjà fait, mais peut-être tu en as un deuxième. Non, syndiquez-vous, présentez-vous au municipal. Rapide, efficace. Est-ce que Manon, peut-être, un petit mot de la fin? Envoyez vos enfants émerger. Non, pardon, c'était trop rapide pour moi. Non, mais en tout cas, pour la question des élections municipales,
en dehors du fait de se présenter, enfin, comment est-ce que ça peut être l'occasion de réunir les gens pour discuter? Je reviens avec mes grosses chaussures d'éducation populaire, mais c'est vraiment hyper important de réussir à faire partir de la vie des gens et d'essayer de monter vers le politique. Du coup, ça peut, enfin, voilà, la question de comment on organise des temps de discussion autour de ça. Carrément. Euh, Peut-être Nan et Lou du bassin minier. Je sais pas si vous êtes encore là. Et ben sinon, Benoît, alors. Euh, laisser, euh, laisser les classes populaires sur le devant de la scène et ne pas parler à leur place, et dans chaque collectif, faire en sorte que les personnes qui subissent le plus la domination soient celles qui aient le plus le micro et qui déploient le plus leurs idées. Ouais, et nous, on est revenus. Du coup, on avait été coupés. Je ne sais pas si vous entendez, mais nous, ce qu'on se dit, c'est vraiment être là dans nos vies quotidiennes et on insiste vraiment sur ne pas laisser passer voilà, que la honte change de camp, en fait, à nouveau. Et être fier de ce qu'on porte comme idée et ne pas laisser passer les petites phrases, les regards, etc. Et être visible dans les abribus et sur les transfos, quoi, avec des affiches et des tags. Bah, carrément. Merci à vous quatre. J'en rajoute un à moi, pardon, mais on organise aussi avec Terre de Lutte un rassemblement qui s'appelle Les Résistantes, qu'on avait fait au Larzac il y a 2 ans. Il y avait 7500 personnes sur le Larzac. On a parlé de plein de luttes locales et de façons de se renforcer ensemble. Et là, on le fait en Normandie cette année, du 7 au 10 août. Et clairement, on va continuer à parler de ces questions-là et ce sera un bon moment pour parler de tout ça et poursuivre ce qu'on a déblayé ce soir. Bah, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci particulièrement à vous quatre d'avoir témoigné et répondu aux questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, en tout cas, continuer à suivre ça, on vous invite à regarder le replay puis à le diffuser autour de vous. Ce sera sur le site de Terre de Lutte. Les 2 précédents webinaires y sont déjà. Et puis, on a aussi les boucles résistance locale sur Telegram où on se partage pas mal d'infos de ce type-là et les infos de ces webinaires notamment. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. On va mettre le lien là dans le chat. Voilà. Et ben merci. D'autres personnes ont déjà mis les liens des webinaires dans le chat. Merci tout le monde. Très bonne soirée et puis bon courage. À très vite pour la suite. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut! Bonne lutte!